Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente finalement l'énorme jeu La Guerre de l'Anneau. La Guerre de l'Anneau, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais c'est un jeu designé pour 2 joueurs, mais qui peut se jouer à 3 ou à 4 joueurs, dans lequel on va incarner l'une des deux forces opposées dans cette fameuse Guerre de l'Anneau. Fait que soit on contrôle les peuples libres et ses différentes factions, Gondor, Rohan, les elfes, les nains, etc. Soit on contrôle Sauron et ses différentes factions, fait que Sauron, les Sudéron, Saruman, etc. Puis on va se taper dessus pour tenter de gagner la partie. C'est un grand jeu, un jeu à grand déploiement, dis-je. Il y a des conflits, il y a de la guerre, il y a des combats d'armées. On va contrôler les différents personnages de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on va avoir différentes conditions de victoire qu'on va tenter de rechercher. Fait que soit si on est le joueur des peuples libres, soit on va vouloir détruire l'anneau, soit on va vouloir conquérir quelques forteresses. Si on est Sauron, soit on va vouloir corrompre le porteur de l'anneau, soit on va vouloir conquérir beaucoup de forteresses. C'est un jeu qui a eu 2 éditions. Là, je te présente la 2e édition, l'édition la plus récente en français. Je vais donc faire comme d'habitude. Je vais t'expliquer comment on installe le jeu. Je vais tenter de t'expliquer comment on y joue. Je t'avertis, c'est un gros jeu. Si t'aimes pas quand je fais des vidéos longues, ben c'est pas aujourd'hui que tu vas te réconcilier avec moi. Et je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. La Guerre de l'Anneau est un énorme jeu dans lequel il y a beaucoup de matériel. Fait que pour la mise en place, on va regarder l'entièreté du plateau. On va le passer section par section, puis on va aller voir tout ce qui est à placer dans chaque section du plateau. Première chose qu'on va placer, c'est la communauté de l'anneau. Premièrement, on a un deck de cartes qui représente les différents personnages qui peuvent aller dans la communauté de l'anneau. On va retirer les personnages de Gollum, de Gandalf le Blanc et d'Aragorn. On va retirer les jetons qui représentent Aragorn et Gandalf le Blanc. Ça, on va les laisser sur le côté, près du plateau. Le reste du deck, on va aller le placer en l'organisant pour que Gandalf, le gris, soit sur le dessus, les autres, Grandpa, Pérégrine, Mériadoc, Pérégrine, Mériadoc, Gimli, Boromir, Legolas et les porteurs de l'anneau, Frodon et Sam. Ça, ils n'ont pas d'importance en autant que ce soit Gandalf qui soit sur le dessus. Ce deck-là, il va aller complètement en haut à droite, juste ici, dans la zone supérieure droite du plateau. À côté de cette zone-là, on a une zone où on va aller placer toutes les figurines qui représentent les différents membres de la communauté de l'anneau. Et on a également une pile de jetons qu'on va aller se préparer, où il y a, encore une fois, tous les membres de la communauté de l'anneau qui sont ici. Cette pile de jetons-là, on va s'en servir plus tard dans la partie. Fait qu'on fait juste aller placer toutes les figurines dans la petite zone qui sont juste à côté. Fait qu'on va avoir 7 figurines, les 7 compagnons qui accompagnent les porteurs de l'anneau. Et le porteur de l'anneau lui-même, il va aller tout ici dans la zone de Foncombe. On va l'avoir placé le mini représentant Sam et Frodon dans la zone de Foncombe, juste ici. La deuxième chose qu'on va placer, ce sont les marqueurs politiques qui représentent l'échelle politique qu'il y a présentement sur les terres du milieu. Chaque faction qui est à l'intérieur du jeu est représentée par un marqueur. On va avoir les elfes, les nains, les peuples du Nord, le Rohan, le Gondor. Si on s'y connaît en mythologie Seigneur des Anneaux, il y a des choses qui sont un petit peu plus faciles à comprendre. Le Gondor est représenté par un grand arbre blanc, par exemple. On va avoir également Saruman, Mordor et les Sudérons et Orientaux. Et on a le petit marqueur ici qui indique quel jeton va où. Fait qu'on va avoir par exemple le jeton de Sauron, il va aller juste ici. Les 3 marqueurs du Mordor vont commencer de la face active, c'est-à-dire que la face que le carré est coloré en rouge dans leur cas, qu'on va aller les placer tout simplement au même endroit que l'icône qui est indiquée sur le plateau. Dans le cas des peuples libres, toutes les factions vont commencer inactives, c'est-à-dire le côté qui est encadré de gris plutôt que de bleu, excepté les elfes. Étant donné que la réunion a lieu en Foncombe pour partir de tout ça, les elfes, eux, vont commencer sur le côté actif. Fait qu'on place donc les 8 marqueurs de nationalité comme ça. Et on continue avec la piste de l'anneau. Fait qu'ici, on a la piste de la communauté. Sur cette piste-là, qui va de 0 jusqu'à 12, il y a 2 marqueurs à aller placer. Il y a premièrement le marqueur des porteurs de l'anneau avec un symbole de l'anneau unique. Il y a une face cachée sur le côté bleu, il y a une face révélée sur le côté rouge. On va commencer avec la face
caché en début de partie qui va commencer sur le 0. Et on a un marqueur de corruption qui ressemble à celui-ci, qui est le pareil des deux côtés. On va aller placer ça sur le 0 également, sur cette piste-là. Il y a une piste de points de victoire dans le bas du plateau. On a d'ailleurs le symbole des points de victoire qui est rappelé juste ici, l'espèce de petite épée qui pointe vers le bas, qui ressemble d'ailleurs à ceci. Fait que chaque joueur va avoir un marqueur à sa couleur, rouge pour le Mordor, bleu pour les peuples libres. Et on va le placer près de la piste de points de victoire. On va pouvoir servir de cette piste-là pour mesurer chaque joueur contrôle combien de points de victoire actuellement. Dans le haut du plateau, on va aller placer les elfes elfiques. Il y a 3 jetons marqueurs elfes elfiques avec un côté pour les peuples libres, un côté pour le Mordor. On va aller placer les 3 jetons côté peuple libre qu'on va aller placer dans le haut du plateau, juste ici. Les 2 joueurs vont également avoir à se préparer un deck de cartes qui est composé de 2 types de cartes. On va avoir les symboles des personnages, c'est-à-dire l'épée, qu'on brasse tout simplement le deck de cartes. Là, dans mon cas, il est slivé, vous excuserez les reflets. On va le placer à l'endroit approprié et il va y avoir un autre deck de cartes où il y a les symboles de recrutement et les symboles d'armée, drapeau recrutement, le casque pour l'armée. On fait la même chose, on brasse ça et on place ça sur sa zone initiale. Et complètement dans l'autre coin de la piste, du plateau de jeu, dis-je, on va faire la même chose avec les cartes pour le Mordor. Fait que lui, on voit qu'il y a symbole de personnage, symbole d'armée, puis il y a l'espèce de petit casque comme ça ici qui est le symbole d'armée, dis-je, le symbole de recrutement qui est le symbole de drapeau. Les joueurs vont également avoir à se préparer une zone dans laquelle ils vont avoir 2-3 petites choses à garder. Premièrement, ils vont avoir les cartes des personnages importants qui ne sont pas encore en jeu. Fait qu'on voit ici, j'ai Saruman, j'ai la bouche de Sauron, j'ai le roi sorcier qui ne sont pas encore en jeu. Ils vont avoir les dés non utilisés en début de partie. Les forces de Sauron ont 3 dés non utilisés. Chaque personnage vient également avec une carte qu'on va garder de côté au début de la partie. Il y a une façon de les faire rentrer en jeu sur laquelle on reviendra plus tard. Chaque joueur va avoir des jetons de track spéciaux, fait que les 4 jetons de track rouges indiqués aux forces de Sauron, il va garder ça près de sa zone de jeu. Et chaque joueur va avoir des espèces de jetons d'armée qui peuvent servir dans certains conflits, avec le 1, le 2, le 3 en elfique. On garde ça également pas loin de la surface de jeu. Le joueur des peuples libres avec presque la même chose à faire. Il y a une carte pour Gollum avec une miniature pour Gollum. C'est la seule carte qu'il y a une figurine. Une carte pour Aragorn avec un jeton, une carte pour Gandalf le Blanc avec un jeton, desquels j'ai déjà parlé. Il y a 2 des bleus qui ne sont pas utilisés en début de partie. Le joueur des peuples libres va également avoir des jetons d'armée, mais cette fois-ci à sa couleur, qui va se garder proche de sa surface de jeu. Et il va avoir des jetons de track à sa couleur, 4 jetons de track bleus, qui va garder proche de sa surface de jeu. La prochaine étape, c'est de faire le placement des armées initiales. Dans la guerre de l'anneau, le placement est toujours fixe, c'est-à-dire que les armées vont toujours commencer dans les mêmes zones, le même nombre d'armées dans les mêmes zones d'une partie à l'autre. Et pour savoir quel est ce placement-là, on va aller simplement regarder dans le livret d'instructions. Fait que chaque zone va être associée à un numéro. Les numéros sont associés à des peuples et à des types de factions. Par exemple, si je prends le numéro 14, on voit que le numéro 14, juste ici, me dit de placer 2 unités régulières dans la rune septentrionale. Fait que là, c'est le temps de sortir ton atlas des terres du milieu puis de trouver c'est où la rune septentrionale. Heureusement, on a un petit rappel visuel sur la carte. Et si on n'est pas sûr c'est quoi les types d'unités, on a une page ici qui nous explique qu'est-ce qu'une unité régulière, qu'est-ce qu'une unité d'élite, qu'est-ce qu'un capitaine pour les nains, même chose pour le Gondor, le Rohan, le Nord, les Elfes, les Angars, le Sauron et les Orientaux, Sudorons et Orientaux. Les spectres sont les Nazgûl, qui sont des unités grises. Fait qu'on fait tout simplement faire ce placement-là. Et tu vas voir, ça fait beaucoup d'unités à placer sur un plateau qui est quand même assez gros à placer. Sur le côté, ce qui va nous rester à placer, on va avoir les dés initiaux de chaque joueur. Le peuple libre va commencer avec 4 dés. Sauron va commencer, le Mordor va commencer avec 7 dés. On a également 5 dés ordinaires à 6 faces qu'on se garde proche du jeu pour les combats. On va avoir une pile de jetons de contrôle qu'on va se garder qui vont nous aider à savoir qui a pris possession d'un territoire, de changer le contrôle d'un territoire. Et on va avoir toute la pile de jetons de track qu'on va aller se placer dans un contenant pour pouvoir piger de façon aléatoire là-dedans. Fait que les jetons de track, c'est les grands jetons beige comme ça ici. On se rappelle que chaque faction a également 4 jetons de track qui ont été mis de côté au début de la partie. On s'assure de ne pas les mettre là-dedans. Si on joue dans la version 2 à 4 joueurs, on va avoir également des jetons comme ça ici, qui est le jeton de leader de chaque faction, qui va être à distribuer. Mais comme j'explique, la vraie et meilleure façon de jouer, c'est-à-dire à 2 joueurs, ben là, on va avoir terminé notre
placement. Avant de commencer à expliquer les règles, comment le concept du jeu, il y a une chose tout de suite importante sur laquelle je vais attirer ton attention, puis ça va déterminer un petit peu comment tu vas mettre tes figurines sur le côté, parce qu'il reste évidemment un paquet de figurines qui ne sont pas utilisées en début de partie, qu'on va pouvoir recruter, c'est un jeu de guerre. Je suggère, et le livre de règles fait la même chose, fait qu'on est d'accord, je suggère fortement que tu te fasses une zone très très claire entre qu'est-ce que tu as présentement dans ta réserve et qu'est-ce qui est éliminé en cours de partie. Fait qu'on voit ici, j'ai séparé toutes les figurines qui me restent par faction, fait que j'ai le Rohan, Justy, le peuple du Nord, le Gondor, les elfes et les nains, en mettant les capitaines d'un côté qui sont toujours en gris, les unités d'élite puis les unités régulières par la suite. Et juste en bas ici, je vais avoir Sauron, Justy, les Angars et les Orientaux avec les Nazgûl qui accompagnent les forces de Sauron. Garde ça toujours très séparé. Je vais revenir plus en détail quand je vais expliquer les combats, mais pour le résumer rapidement, Sauron, si une de ses unités sur le plateau meurt, elle ne fait que revenir dans sa réserve, alors que pour les peuples libres, si une unité qui est tuée, elle retourne dans la boîte. On ne pourra plus jamais recruter cette unité-là. C'est donc très important d'avoir une zone nette et définie dans laquelle on a notre zone de recrutement, fait que tous les soldats qui ne sont pas encore recrutés, et une zone de pitcher les figurines dans la boîte une fois qu'elles sont éliminées. Maintenant, comment gagne-t-on ou perd-on une partie de la guerre de l'anneau? Il y a deux aspects à la victoire ou à la défaite. Le premier élément qu'on doit regarder, c'est l'anneau. Fait qu'il y a une guerre autour de l'anneau, évidemment. Le joueur qui contrôle les peuples libres va perdre la partie si la corruption de l'anneau, qui est marqué par ce jeton-là sur la piste de l'anneau, qu'on va zoomer un petit peu pour bien le montrer. Fait que si le jeton qui est complètement en haut ici se rend jusqu'au bout de la piste, on arrête immédiatement la partie. Le joueur des peuples libres a perdu. Sauron a complètement corrompu Frodon. Et cette fois-ci, Sam n'a pas pu l'aider à s'en tirer. Et la partie est perdue pour les joueurs de peuple libre. C'est Sauron qui l'emporte. À l'inverse, on a ici, en bas à droite, on a la piste du Mordor. Et sur cette piste-là, il y a évidemment de Mount of Doom, les crevasses du destin. Et si Frodon et Sam réussissent à se promener, et si Frodon et Sam pénètrent dans le Mordor en passant par Minas Morgul ou en passant par le Morannon, et rentrent dans la zone de Gorgoroth, et ils vont rentrer sur la piste du destin. S'ils réussissent à franchir chacune des cases et à se rendre sur la piste du Mount of Doom, les crevasses du destin, ils vont jeter l'anneau dans la montagne du destin et l'anneau sera détruit. On arrête immédiatement la partie. Le porteur de l'anneau, donc les peuples libres, vont gagner la partie et Sauron va avoir perdu. La deuxième façon de gagner la partie ou de la perdre, c'est de façon militaire. Certaines zones de jeu, on voit ici Dol Amroth, juste ici, on voit deux petits symboles d'épée. On va avoir la même chose sur le gouffre de Helm, juste ici. Certaines zones vont avoir une petite épée. Comme le Pélargir qui est juste ici, n'a qu'une seule épée. Ces symboles-là représentent des points de victoire. Si éventuellement Sauron, en attaquant, prend contrôle de Dol Amroth, il va pouvoir mettre un marqueur de contrôle sur cette zone-là. S'il prend contrôle du Pélargir, c'est la même chose. Pour ce faire, il aura évidemment à annihiler les unités qui y seront. Et on va se servir du marqueur qui est juste ici pour calculer le nombre de points de victoire qu'il contrôle actuellement. Dans ce cas-ci, par exemple, Sauron contrôlerait 3 points de victoire. Si à la fin d'un tour de jeu, contrairement à la condition de l'anneau, on vérifie cette condition de victoire-là seulement à la fin complète des tours de jeu. Si à la fin d'un tour de jeu, Sauron contrôle 10 points de victoire, il remporte la partie. Par contre, si à la fin d'un tour de jeu, c'est plutôt les peuples libres qui contrôlent 4 points de victoire, ce sont les peuples libres qui vont remporter la partie. Fait que si par exemple on réussit à prendre la forteresse d'Orthanc à l'Isengard et que ce sont les joueurs de peuples libres qui réussissent à prendre la forteresse en marquant en mettant un marqueur de contrôle dessus, ils vont marquer 2 points de victoire. S'ils réussissent à en marquer 4, ils vont remporter la partie à la fin du tour de jeu. Je fais juste le souligner, je sais que je l'ai déjà dit, je le répète. Les conditions de victoire et de défaite qui ont rapport avec l'anneau, on les déclenche immédiatement. Fait qu'en plein milieu d'un tour de jeu, si la corruption se rend en 12, on ne peut pas tenter de la rebaisser, on perd la partie si on est le joueur des peuples libres. Tandis que les conditions de victoire militaire, on les vérifie à la fin de chacun des tours de jeu. Fait qu'à la fin du tour de jeu 3, si on a 12 points de victoire, 10 points de victoire, puis on est Sauron, on gagne la partie. Par contre, si on a 10 points de victoire pendant le tour de jeu, le joueur des peuples libres, il lui reste le reste du tour pour tenter de me déloger quelque part, puis de reprendre le contrôle d'une zone
zone qui vaut des points de victoire. Maintenant qu'on sait comment gagner, comment perdre, comment joue-t-on, la première chose qu'on va passer rapidement, c'est le tour de jeu, comment il fonctionne. Le tour de jeu, on a une petite tête de jeu ici, puis quand je dis petite tête de jeu, c'est pour te faire rire, parce que mon aide de jeu, c'est 4 pages. Donc, on a une petite tête de jeu ici qui résume le tour de jeu, comment il fonctionne en ayant des détails sur chacune des parties. On va passer rapidement, puis ensuite, on va les prendre une par une. En premier lieu, on va récupérer nos dés d'action, on va piocher des cartes événements. Dans cette phase-là, on va vérifier si le joueur libre récupère au moins un dé de la piste de track. Ici, on va avoir la phase de la communauté où le joueur libre peut révéler sa communauté, potentiellement la guérir et changer son guide. C'est donc juste le joueur des peuples libres qui va s'occuper de cette phase-là. La phase 3, c'est la phase de track. Fait que le joueur de l'ombre va décider combien de ces dés il accorde à la track. Ça, c'est donc juste le joueur jaune, le joueur de l'ombre, dis-je, qui va s'en occuper. Et il est obligé d'en mettre au moins un s'il y a eu un dé qui a été récupéré de la piste de track par le joueur des peuples libres dans la phase 1. C'est déjà super simple. On a la phase 4 où les joueurs vont lancer leurs dés. Ce jeu-là, c'est les résultats des dés qui vont déterminer les actions possibles que j'ai dans un tour de jeu. On va résoudre les dites actions en regardant tous ces détails-là. Et finalement, on va passer dans la dernière phase du tour de jeu, c'est-à-dire vérifier si on atteint les conditions de victoire. On se rappelle qu'on vérifie dans cette phase-là juste si on atteint des conditions de victoire militaires. Si on a une condition de victoire qui a rapport avec l'anneau qui a été atteinte, soit la piste de corruption, soit la piste du Mordor, mais ça, c'est une victoire immédiate pour le joueur qui a réussi à aller au bout de cette piste-là. Donc, allons vérifier ça une par une. Donc, première partie du tour de jeu, les joueurs vont récupérer leur dés d'action et piocher des cartes événements. Récupérer leur dés d'action, on va tout simplement reprendre en main tous les dés qu'on a utilisés au tour précédent. Fait que dans ce cas-ci, le joueur des peuples va reprendre ses 2 dés, plus les 2 dés qu'il avait accordés à sa zone de track. Le joueur des forces de Mordor fait la même chose, va récupérer tous ces dés qu'il va ramener dans sa zone de jeu, plus les dés qu'il a accordés dans sa zone de track. À ce moment-ci, là, normalement, on fait ça évidemment de façon fluide et rapide. À ce moment-ci, on fait juste se rappeler si le joueur des peuples libres a récupéré au moins l'un des dés de la zone de track. S'il y en avait au moins un, ça va affecter une décision qui est à prendre dans la partie 3 de cette phase-là. L'autre chose qui est à faire, c'est que chaque joueur va avoir à piger une carte de chacun de ces paquets de cartes événements. Fait que je l'ai déjà dit, les paquets de cartes événements sont divisés en 2 catégories. Il y a les événements personnages qui ont la petite épée, les événements armée, mobilisation, c'est le contraire de ce que j'ai dit tantôt, armée étant le drapeau, mobilisation, ou recrutement étant le casque. On va piger une carte de chaque type. On a le droit d'avoir exactement 6 cartes en main. Si à tout moment j'ai de pige pour avoir une 7e ou une 8e carte, je dois immédiatement défausser des cartes de mon choix. Et si l'une des 2 piles se vide, on ne la rebrasse pas. La pile est tout simplement vide, on ne peut plus piger dans cette pile-là jusqu'à la fin de la partie. Pour la deuxième partie du tour de jeu, on est dans la phase de la communauté. Fait que le joueur des peuples libres peut déclarer la position de la communauté. Déclarer la position de la communauté, ça peut avoir différents impacts. Fait qu'on va commencer à expliquer un petit peu comment la communauté fonctionne. On va y revenir plus en détail éventuellement dans la vidéo. Pour l'instant, on va retenir que la communauté, elle, ne se déplace pas directement sur le plateau. La communauté va se déplacer en utilisant la piste qui est juste ici. À chaque fois qu'on va utiliser un déplacement pour déplacer la communauté, on va plutôt avancer pendant le tour de jeu sur cette piste-là. Présentement, on voit que depuis le début de la partie, ça veut dire que le joueur contrôlant les peuples libres va avoir déplacé sa communauté 6 fois. Même s'il a déplacé la communauté 6 fois, sa figurine, elle, reste toujours à fond comble. Au début d'un tour de jeu, dans la phase 2, là, il pourrait déclarer la position de la communauté. S'il décide qu'il déclare la position de la communauté, là, il va faire le déplacement tel qu'indiqué sur cette piste-là. Il va donc déplacer la communauté de 6 cases. Dans les déplacements, c'est vrai également pour les armées, on ne peut jamais passer au travers les lignes complètement noir foncé. On doit toujours se déplacer à partir des lignes blanches. Fait que je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis maintenant dans la vallée des rigoles sombres et on va remettre le marqueur de communauté à 0. Maintenant, on sait que sa position réelle est là. À partir du prochain tour de jeu, quand je vais déplacer la communauté, je vais avancer sur cette petite piste-là. Et dans quelques tours de jeu, peut-être que je vais la déclarer à nouveau. Puis là, si on la déclare à nouveau, on n'est pas obligé de prendre tous les points de déplacement. Fait que peut-être je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Puis je dirais j'aime mieux arrêter pour l'instant à Minas Tirith avant d'aller ailleurs. Puis là, je remettrai la communauté jusqu'à 0 comme ça. Qu'est-ce que ça fait de déclarer la communauté? Mais ça peut faire 2 choses. Si je déclare la communauté dans une ville ou une forteresse alliée, donc des peuples libres dans laquelle il n'y a pas d'ennemis,
Fait que donc, on va avoir les forteresses qui sont représentées par des grands carrés comme ça. Ici, les villes sont représentées par des plus petits carrés qui ne valent qu'un point de victoire, comme le Pélargir qui est juste en dessous. Ici. Fait que si je déclare la position de la communauté dans une ville ou une forteresse, je vais activer cette faction-là. Fait que si je déclare la position de la communauté comme étant à Minas Tirith, ben on va activer le Gondor. On verra plus tard qu'est-ce que ça fait d'activer les nations. C'est très important. Fait que ça, c'est un premier effet. Un deuxième effet, c'est la corruption. Fait que on va ramasser au fur et à mesure que la partie des points de corruption avec notre guide, pas notre guide, mais avec le porteur de l'anneau. Si on déclare de la même façon, si on déclare la position de la communauté dans une forteresse ou une ville alliée qui n'a pas d'unité ennemie à l'intérieur, ben au moment où on va la déclarer, en plus de faire le déplacement potentiel, on va réduire sa corruption de 1. Seulement si on déclare sa position comme étant dans une forteresse ou dans une ville. Et rien ne m'empêche dans les prochains tours de rester là et de redéclarer la position à tous les tours pour éventuellement baisser la corruption de Frodon. On va vouloir faire ça des fois en fin de partie avant de commencer notre dernier stretch, notre dernière piste vers le Mordor. La dernière chose qu'on peut faire pendant la phase de la communauté, c'est changer le guide. Je l'ai déjà dit en début de partie, le guide c'est Gandalf le Gris. Mais pendant la phase de la communauté, gratuitement, on peut changer la première carte pour montrer qu'il va y avoir un nouveau guide, grand pas, pèlerin, etc. Certains des personnages vont avoir un pouvoir spécifique s'ils sont utilisés comme guide. Il y en a 4. Les autres, on peut quand même les mettre comme guide, mais ils n'auront pas de capacité particulière comme guide. Et on précise, le porteur de l'anneau ne peut jamais être le guide de la communauté. Si jamais lui se ramasse tout seul dans la communauté, on va immédiatement rajouter la carte de Gollum qui va se joindre à la communauté. La figurine va joindre le groupe et Gollum va devenir le guide de la communauté si jamais il se retrouve tout seul. Mais sinon, on peut choisir pendant la phase de la communauté si on veut changer de guide. Dans la phase 3 du tour de jeu, c'est la phase de track qu'on va voir juste ici. Fait que le joueur de l'ombre, le joueur de Sauron, va décider combien de dés il consacre à la track. Il peut en consacrer autant qu'il veut, sans dépasser le nombre de compagnons qu'il y a présentement dans la communauté. Au début de la partie, on a 7 compagnons. Ça peut baisser au fur et à mesure que ça avance. Fait que disons, pour mon premier tour de jeu, je décide de consacrer 2 dés à la track. Je vais placer 2 dés sur la face œil que je vais mettre dans la piste de track. Je l'ai dit précédemment, si le joueur des peuples libres, dans la phase 1, quand il récupère ses dés d'action, s'il en récupère au moins un de la phase de track, je suis obligé, comme joueur de Sauron, de mettre au moins un dé dans la phase de track, mais je peux décider, si je le veux, d'en mettre davantage. La phase 4 est toute simple, on va tout simplement rouler les dés, on peut se les classer ensemble, mettons qu'on va donner un peu de variété, mettons que j'ai roulé ça pour mon premier tour de jeu, et le joueur de Sauron va faire la même chose, il va rouler ses dés, et, voyons, un drôle de tour de jeu, mettons que j'ai roulé ça, ne serait-ce que pour l'exemple, et immédiatement, si j'ai roulé le symbole de l'œil de Sauron, ces dés-là vont rejoindre la track. Les dés restants vont déterminer les actions que je vais pouvoir faire pour ce tour-ci. Fait que dans l'exemple que j'ai fait en tirant les dés 2 fois et en trichant un peu, parce que sinon j'avais juste un symbole, dans l'exemple que j'ai fait, le joueur des peuples libres va avoir 4 actions. Le joueur des forces de Mordor va avoir 3 actions. Par contre, la track va être efficace ce tour-ci si le joueur des peuples libres décide qu'il tente des déplacements avec la communauté de l'anneau. Maintenant, la phase 4. La phase 5, dis-je. La phase de résolution des actions. Dans cette phase-là, on va commencer par le joueur des peuples libres. Il va choisir l'un de ses dés. Il va faire l'action qui est représentée par ce dé-là. On va toutes les passer une par une dans quelques instants. Ils ont toutes différentes possibilités, les actions. Et il va tout simplement ensuite mettre son dé de côté. Il va le récupérer dans la phase 1 du prochain tour de jeu. Ensuite, le joueur suivant va faire la même chose. Il va prendre une action. Il va choisir un dé et faire l'action qui est associée. Puis on va continuer comme ça en aller-retour. Dans le cas où, par exemple, disons que j'avais roulé ceci, si un joueur a moins de dés d'action que son adversaire, comme c'est le cas présentement avec le joueur des peuples libres, ben, il peut décider de passer son tour. Comme j'ai plus de dés que l'autre, je n'ai pas le choix de choisir l'un de mes dés et de faire l'action. Puis ensuite, on peut rouler comme ça. Fait qu'il peut attendre de voir qu'est-ce que son adversaire va faire avant de commencer à prendre ses actions. Fait que maintenant, allons faire le tour de ces actions-là, une à une. Allons-y avec les dés d'action. Le premier dé d'action qu'on va décrire, c'est le dé d'action d'événement qui est le Palantir, la boule de cristal. Fait que le visuel est un petit peu différent pour chaque faction, mais il fonctionne exactement de la même façon pour les deux factions.
Quand on joue le Palantir, on a deux options. Première option, on peut piger une carte du paquet de notre choix, fait que du paquet personnage ou du carte recrutement à mobilisation armée, et la rajouter à sa main tout simplement. La deuxième option qu'on a avec le Palantir, qui est le dé événement, c'est de jouer une carte de sa main. Fait qu'en début de partie, on va avoir deux cartes comme ça ici, et je pourrais, en utilisant ma boule de cristal, jouer l'une de ces cartes-là. Fait que rapidement, les cartes événements, comment fonctionnent-elles? Ben, ces cartes-là vont toujours être divisées en deux zones. Il y a la zone du haut qui indique qu'est-ce que cette carte-là fait si je la joue en événement. Puis il va y avoir un paquet d'effets différents selon les cartes. Il peut y avoir des cartes qui me permettent de recruter des unités, de déplacer des unités, de faire des événements spéciaux qui font référence à la mythologie puis aux événements qui se passent évidemment dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des cartes qui vont avoir des prérequis. Par exemple, celle-ci, on me dit que je peux la jouer seulement si le roi sorcier est déjà en jeu, ce qui n'est pas le cas présentement. Et si c'est une carte qu'on va jouer sur la table, fait que si je la joue, elle va rester en jeu sur la table. Je vais appliquer les effets qui sont dessus. Puis généralement, l'adversaire va avoir une fonction de défausser, va avoir une façon de défausser cette carte-là. Fait qu'il y a un paquet d'événements différents qui peuvent se passer. Je ne les résumerai pas tous. Mais pour y aller simplement, la partie du haut, c'est la partie que je peux activer en utilisant une boule de cristal. Il y a également les événements, je vais y revenir quand je vais parler des autres phases de dés, mais il y a une autre façon de les activer qui est de jouer le dé, qui a le symbole qui correspond à la carte elle-même. Fait qu'un dé épée peut jouer cette carte-là, alors que le dé mobilisation peut jouer cette carte-là. Mais le dé événement, lui, passe par-dessus ça, il peut jouer toutes les cartes. Fait que dé événement, on peut piger une carte ou jouer une carte de sa main. Le deuxième dé duquel on va parler, fait que je peux utiliser ce dé-là pour faire une action d'armée. L'action d'armée, ça va être le symbole de drapeau. Fait qu'on voit que sur le dé des peuples libres, le symbole de drapeau, il est toujours sur la même face que le symbole avec le casque, qui est le symbole de mobilisation. Fait que je vais donc avoir à choisir lequel de ces deux symboles-là j'utilise quand j'active ce dé-là. Tandis que Sauron, lui, va avoir une face qui a le symbole armée seul. Il y a une face qui a les deux symboles et il y a une face qui a le symbole de mobilisation seul. Fait qu'est-ce qu'on peut faire quand on utilise un dé pour faire une action d'armée? Ben, premièrement, je l'ai dit, on va pouvoir activer des cartes événements qui ont le petit drapeau en haut à droite. Fait qu'au fur et à mesure que la partie avance, je vais avoir des cartes événements dans ma main qui ont différents symboles. Je l'ai déjà dit, le symbole de Palantir peut activer n'importe quelle carte, mais le symbole de drapeau peut activer spécifiquement les cartes qui ont un symbole de drapeau. Ça, c'est la première chose que je peux faire avec ma carte, mon dé de symbole d'armée, dis-je. La deuxième chose que je peux faire avec le dé d'armée, c'est évidemment, vous l'aurez deviné, déplacer des armées. Les règles de déplacement d'armée fonctionnent de la même façon pour les deux factions, fait que je vais les résumer d'un seul coup. Grosso modo, quand on active un dé pour déplacer une armée, on a deux options. Soit on déplace deux armées d'une case, soit on déplace une seule armée, mais en attaquant, en provoquant une attaque. Évidemment, je reviendrai dans un autre segment spécifiquement sur les règles du combat. Puis allons-y avec les règles de déplacement. Si je décide par exemple de prendre, disons que je suis le joueur de Sauron, je décide de prendre une action pour déplacer deux armées. Quand je déplace des armées, je ne peux dépasser les lignes qui sont noires, je ne peux traverser les lignes qui sont noires, comme je l'ai déjà dit, je peux traverser seulement les lignes qui sont blanches. J'ai tout à fait le droit de fonder deux armées ensemble pour faire une armée plus grande. Par exemple, je pourrais amener tous les pions qui sont ici sur cette armée-là pour former une armée plus grande. La limite d'unité d'armée est de 10. Les armées vont avoir différents types. Il y a les armées d'élite qui sont indiquées dans les règles, c'est lesquelles. Ça dépend des factions. C'est les ogres pour les forces de Sauron, par exemple. C'est les éléphants pour les orientaux. C'est les Uruk-hai pour Saruman. Ensuite, il y a des armées de base, qui sont les armées communes. Et il y a les généraux, les capitaines, qui sont les unités grises. Fait que pour les forces des peuples libres, les capitaines, ce sont des unités généralement à cheval, sauf les nains. Alors que pour Sauron, les capitaines, ce sont les fameux Nazgûl. Fait que donc, si je fais un déplacement, je pourrais décider, par exemple, de prendre toute cette armée-là puis de la déplacer en franchissant une ligne juste ici. Et comme deuxième déplacement d'armée, ben tiens, je pourrais prendre mes armées qui sont au Gorgoroth pour les amener ici. Je ne peux pas déplacer deux fois le même groupe d'unités. Donc, si j'avais commencé en voulant faire une armée plus grosse et en déplaçant toutes ces unités-là ici pour en faire une seule armée, je n'aurais pas pu reprendre d'un bloc toute cette armée pour la déplacer, vu que certaines de ces unités-là s'étaient déjà déplacées dans le même groupe. S'il y a un compagnon dans le cas des peuples libres, ou même dans le cas
forces comme ça. Si j'étais au tour suivant, par exemple, puis je disais je veux faire un autre déplacement d'armée, donc je dépense un autre dé d'armée, maintenant je peux déplacer cette troupe-là au complet qui a justement 10 unités à l'intérieur. J'amène tout ça ici, on voit que ça fait beaucoup d'unités. Comme premier déplacement, j'ai le droit de traîner les figurines grises qui sont à l'intérieur de la même armée. Éventuellement, les forces des peuples libres, quand ils vont faire des déplacements, il est tout à fait possible qu'éventuellement, il y ait un personnage dans cette armée-là qui a quitté la communauté, qui vient se battre avec Minas Tirith. Si par exemple le joueur des peuples libres active son dé d'unité pour déplacer cette armée-là, il y a l'option de traîner ou non grand pas dans ce cas-ci. Peut-être Aragorn rendu à cette partie du jeu, avec lui ou non. Il y a l'option de le laisser derrière. Les unités de personnages ne peuvent pas se battre par elles-mêmes parce qu'ils peuvent faire d'autres choses sur le plateau. Par contre, elles peuvent faire partie d'une armée. Fait que c'est nous autres qui va décider si on les traîne ou non quand on fait un déplacement d'armée. Si jamais je décide de faire un déplacement d'armée qui va provoquer une attaque, par exemple, on le comprendra, si je déplace cette armée-là ici, ça va déclencher une attaque étant donné qu'il y a des troupes adverses. À ce moment-là, c'est le seul déplacement d'armée que j'ai le droit de faire. Fait qu'avec le dé d'armée, soit je déplace 2 troupes différentes, la même unité ne peut pas se déplacer plus qu'une fois sur le même dé, soit je déplace une seule troupe, mais je provoque un combat. Les autres petites choses qu'il va avoir à faire sur le déplacement d'armée concernent l'échelle politique. Fait qu'on va tout de suite faire une petite parenthèse pour expliquer un peu l'échelle politique, comment elle fonctionne par rapport aux armées. À droite ici, on l'a vu dans notre mise en place, on a placé nos différents marqueurs politiques selon la situation initiale de la partie. Un marqueur politique qui est activé va donner plus d'options à ce joueur-là au niveau du recrutement. Et pour pouvoir attaquer un adversaire, le seul moyen de pouvoir l'attaquer, c'est d'attaquer avec une nation qui est présentement en guerre. En début de partie, il n'y a aucune nation qui est en guerre. On va y revenir plus tard sur comment, avec le dé de mobilisation, sur comment on fait pour faire avancer cette faction-là naturellement. Il y a une façon avec le dé de mobilisation. Mais par rapport aux armées, il y a une partie qui est importante. Si je déplace des armées à l'intérieur du territoire d'un adversaire, même si je ne l'attaque pas, je vais activer son peuple. Fait que par exemple, on voit ici, si je m'en vais juste un petit peu ici, on voit l'espèce de bordure bleue qui est juste ici. Ça va être toute la zone qui appartient à Minas Tirith, au Gondor. Tandis que la zone qui est verte juste ici, ça va être la zone du Rohan. Si avec une armée, disons que je suis ici et je fais un déplacement avec cette armée-là pour m'en aller juste ici, j'entre à l'intérieur du territoire du Rohan. Le simple fait d'entrer à l'intérieur du territoire du Rohan va faire que sur l'échelle politique, on va aller activer le Rohan. On reviendra avec le dé de mobilisation pour voir exactement ce que ça fait. Je souligne pour l'instant que c'est très important. Le seul moyen de pouvoir traverser une frontière, par contre, m'oblige à moi-même être déjà en guerre. Fait que si j'ai une faction qui n'est pas sur la case en guerre sur l'échelle politique, elle ne peut pas traverser les frontières des autres peuples, même si ce sont des peuples alliés. Fait que si je prends par exemple la zone qui est juste ici, si je n'étais pas en guerre avec aucune de mes factions sur mon échelle politique à droite, quand même que je sortirais par ici, je ne pourrais pas me déplacer et aller jusque dans la nation des Sudériens et Orientaux, parce que je ne suis pas moi-même en guerre. Dès que Sauron tombe en guerre, là, il va pouvoir rentrer dans n'importe quelle zone sur le plateau de jeu. Fait que soit pour attaquer des adversaires, soit pour renforcer des unités alliées. Autre détail important au niveau de l'échelle politique, pour des raisons évidentes, à chaque fois qu'on déclenche un combat, fait que par exemple, si je prends la zone qui est juste ici, ou la zone qui est juste ici, ou si je prends Orthanc et j'attaque la zone du Gué de Lisan, juste ici, dès que j'attaque une nation, en plus de potentiellement l'activer si je rentre dans sa zone, pour des raisons évidentes, on va activer si on attaque quelqu'un, mais à chaque fois qu'on attaque une zone d'un adversaire, on va le faire progresser d'une case sur l'échelle politique. Fait que si par exemple Saruman ici attaquait le Gué de Lisan, non seulement il activerait le Rohan, mais en plus le Rohan descendrait d'une case vers une nation en guerre. Si on réussit à capturer une forteresse ou une ville alliée, on va faire descendre une forteresse d'un adversaire, dis-je. On va faire descendre cet adversaire-là, cette faction-là spécifiquement, d'une case de plus sur l'échelle en guerre. Et vous aurez compris, une fois que l'adversaire tombe en guerre, lui aussi
va avoir la capacité de traverser ses frontières, de traverser les frontières adverses, d'attaquer d'autres zones, etc., etc. Je précise qu'il y a beaucoup de zones à l'intérieur du plateau qui n'appartiennent à aucune faction. On voit ici, la zone du Gondor se termine ici, la zone du Rohan se termine ici, la zone du Mordor se termine ici. Fait que j'ai pas besoin d'être en guerre avec personne pour me promener dans toute cette zone-là. Ça n'appartient à aucune faction en particulier. Fait qu'on peut s'y déplacer sans aucun problème. Dernier détail sur les armées, juste une petite précision. Vous avez vu que certaines cases peuvent être parfois très occupées. C'est à ça que vont servir ces jetons. Je peux, si je le veux, remplacer toute cette armée-là par ce jeton-là, juste ici, ou en laisser tant que je veux, juste pour libérer la case un peu. Et on a à gauche sur le plateau une zone où on peut placer ces grandes armées-là qui se promènent. Ça va généralement être Sauron qui va faire ça. Ces grandes armées-là qui se promènent pour se rappeler que cette zone-là correspond au jeton qui est juste ici. Fait que ça peut libérer le plateau dans certaines circonstances. Continuons notre exploration avec le dé de mobilisation. Le dé de mobilisation, c'est le dé sur lequel il y a un casque d'imprimé sur le dé. Fait que lui, qu'est-ce qu'on va avoir comme option qu'on utilise? Première option qu'on va avoir, comme je l'ai déjà dit, on va avoir le fait d'activer des cartes événements. Là, je montre toujours les cartes de Sauron, mais ça fonctionne exactement de la même façon pour les cartes des peuples libres. Fait qu'en dépensant un dé de mobilisation, on peut jouer une carte événement, toujours pour l'effet du haut de la carte, on reviendra pour les effets du bas, toujours pour l'effet du haut de la carte, en dépensant le symbole qui est demandé en haut à droite. Là. Dans ce cas-ci, c'est le symbole de mobilisation. Fait que je pourrais jouer cette carte-là. Si je respecte les prérequis qui sont demandés, on voit que des fois on nous dit à jouer si Sauron est en guerre. Fait que des fois, je vais avoir à respecter le prérequis qui est demandé sur la carte. L'autre chose que je peux faire avec mon dé de mobilisation, c'est de faire des actions politiques. Fait qu'avec un dé de mobilisation, je peux descendre mon marqueur politique d'une case. Fait que je pourrais, par exemple, si on était dans cette situation-ci, je suis le joueur Sauron, je décide que je dépense ce dé-ci, je le dépense comme ceci, je dis je fais mon action, je fais passer cette faction-là en guerre. Je peux la faire passer en guerre parce qu'elle est active. Si elle était inactive, je ne pourrais pas la descendre plus bas que cette case-là tant qu'elle n'aura pas été activée. Vous avez compris, les trois factions de Sauron commencent activées au début de la partie, fait que les trois peuvent passer en guerre. Par contre, les joueurs des peuples libres vont avoir à attendre soit que Sauron entre dans l'une de leurs zones, soit que Sauron attaque l'une de leurs zones pour pouvoir être activé. Il y a également d'autres façons d'activer ces nations-là grâce à la communauté sur laquelle nous reviendrons. Mais disons que le joueur du Gondor, lui, décide de dépenser également à son tour de jeu un dé de mobilisation pour descendre le Gondor. À son prochain round de jeu, quand ça va revenir à lui, il ne pourra pas dépenser un autre dé de mobilisation pour rentrer dans la zone en guerre parce que sa nation n'est pas encore activée. Par contre, si Sauron dépensait une action d'armée pour déplacer cette armée-là juste ici, comme il a franchi la frontière du Gondor, le Gondor s'active automatiquement. Et à partir de là, le Gondor pourrait redépenser un autre dé de mobilisation pour rentrer en guerre. Et c'est ça les deux actions de base qu'on peut faire avec le dé de mobilisation. Une fois qu'on est en guerre, fait que pour une nation qui est en guerre, le dé de mobilisation gagne des nouvelles possibilités. Fait que le dé de mobilisation va permettre de recruter des armées avec les nations qu'on a, les différentes nations qu'on a. Il n'y a que les nations qui sont en guerre qui peuvent recruter des armées. La seule exception à ça, c'est si on recrute des armées via des cartes événements. Ça, on a le droit de le faire même si on n'est pas encore en guerre. Fait que dans mon exemple ici, il n'y aurait, disons que si je suis comme ça, il n'y aurait que le Rohan, le Gondor, Sauron et Saruman qui présentement pourraient recruter de nouvelles unités. Quand on recrute des unités, on doit les déployer dans des forteresses ou des villes qu'on contrôle, qui sont représentées par les carrés comme ça ici, puis les carrés bleus pour les forces des peuples libres qu'on voit juste un petit peu ici à Pélargir, les carrés rouges qui sont plus gros, qui représentent les forteresses, par exemple ici, Minas Morgul, Morannon. Je pourrais recruter des armées juste ici également à Dol Guldur, ainsi de suite. Quand on dépense un dé de recrutement pour recruter des nouvelles armées, on a sur notre petite tête de jeu un petit rappel de comment on peut recruter ça. Fait que je peux soit recruter une unité d'élite. Fait que par exemple, si j'étais Sauron, je pourrais avec un dé de recrutement recruter une unité d'élite à Minas Morgul. Ou je pourrais recruter 2 capitaines dans 2 zones différentes. Les capitaines
sont des Nazgûl. Dans le cas de Sauron, fait que je pourrais recruter 2 capitaines dans 2 zones différentes. Soit dit en passant, ça fonctionne de la même façon que les peuples libres. Fait que si, par exemple, le Gondor voulait recruter 2 capitaines, ben, il pourrait placer, par exemple, un capitaine à Pélargir et un nouveau capitaine à Minas Tirith. Toujours avec le même dé de recrutement, je pourrais recruter 2 unités régulières à la place de 2 capitaines. Fait que je pourrais prendre une unité régulière qui apparaît au Morannon, une unité régulière qui apparaît au Minas Morgul. Ça dépenserait mon dé de recrutement. Finalement, vous l'avez peut-être compris, j'ai la possibilité de faire une combinaison des deux. Fait que je pourrais recruter une unité régulière et une unité de capitaine avec une seule action de recrutement. Finalement, et seulement pour le joueur de l'ombre, il y a certains personnages qui vont être recrutés via le dé de recrutement. Fait qu'on va aller voir ça immédiatement. Donc, si je prends ces 2 cartes-là en exemple, on voit que Saruman, si l'Isengard est en guerre et que Orthanc n'est pas encore conquise par l'adversaire, je peux dépenser un dé de mobilisation pour placer Saruman à Orthanc. Puis Saruman, lui, il a un déplacement de 0. C'est la petite caractéristique qui est ici. Donc, Saruman va rentrer en jeu, puis là, il y a des effets particuliers qui arrivent au fur et à mesure que Saruman rentre en jeu. La bouche de Sauron, un deuxième exemple, si la compagnie est sur la piste du Mordor, la piste du Mordor est ici, donc si la compagnie est rendue là, ou si toutes les nations des peuples libres sont en guerre, ben, la bouche de Sauron peut rentrer en jeu grâce à un résultat de mobilisation. Fait que si toutes les nations sont en guerre, je peux dépenser un dé de mobilisation pour faire apparaître la bouche de Sauron. Lui, on voit qu'il y a une vitesse de 3, c'est son niveau. Il y a un commandement de 2. Ça, le commandement qui est cette caractéristique-là, je vais revenir quand je vais expliquer le combat. Mais pour l'instant, je vais attirer l'attention sur le symbole qui est ici. Et on a le même symbole, soit dit en passant, si c'est sur les forces des peuples libres. On a un petit symbole qui est ici, qui indique qu'on a un dé supplémentaire. Fait que si je fais rentrer Saruman ou la bouche de Sauron en jeu, c'est de cette façon-là que je vais aller me chercher un 8e, potentiellement un 9e et même un 10e dé si je vais chercher le roi sorcier, que je vais rajouter à ma réserve de dés. Puis à partir du tour suivant, je vais avoir un dé de plus que je vais lancer à tous les tours de jeu. Ça a des fins de clarté pour être très très clair. Les dés qui affichent le symbole de mobilisation et d'armée, que ce soit pour les peuples libres ou pour Sauron, ne permettent pas de faire les 2 actions. Je dois choisir laquelle des 2 actions je veux faire quand je dépense ce dé-là pour faire une action. Avant de passer au dé le plus complexe, c'est-à-dire le dé de personnage, on va expliquer un dé qui n'est possédé que par les peuples libres, qui est le dé de la volonté de l'Ouest, qui est ce petit symbole-là. Ça, c'est un joker. Fait que le joueur, quand il roule ce dé-là, il peut l'utiliser, le dépenser à son tour de jeu pour activer la phase de son choix. Fait que personnage, mobilisation, armée, événement, c'est lui qui décide. Je précise que ce dé-là peut également être utilisé pour faire rentrer en jeu Gandalf le Blanc ou Aragorn. Les conditions pour que ces 2 personnages-là puissent rentrer en jeu sont écrites sur leur carte. C'est juste que eux, pour faire rentrer des peuples libres, pour faire rentrer leurs personnages spéciaux, c'est pas le dé de mobilisation qu'ils ont besoin, c'est spécifiquement le dé de volonté de l'Ouest. Finalement, allons-y avec le dé de personnage. Le dé de personnage, c'est représenté par l'épée. Là, on va le découper parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le dé de personnage à titre indicatif. Sur notre aide de jeu, j'ai le résumé de ce que je peux faire avec le dé d'armée, le dé de mobilisation, et j'ai le résumé de ce que je peux faire avec le dé de personnage. Donc, commençons ici avec ce que les 2 factions peuvent faire. Les 2 factions ont la même option. C'est-à-dire que, comme toujours, si j'ai une carte événement qui a le symbole d'un dé, je peux dépenser un dé personnage pour activer le haut de la carte événement. Fait que toujours en respectant la condition, s'il y en a une, je vais déployer ou je vais activer cet événement-là. Je vais faire ce qui est écrit sur la carte. C'est la première option. La deuxième option, c'est de déplacer une armée dans laquelle il y a un personnage. Quand on parle d'un personnage, je fais référence soit au capitaine, soit aux personnages spéciaux. Fait qu'avec un dé de personnage, je pourrais déplacer par exemple cette armée-ci parce qu'il y a un Nazgûl à l'intérieur. Fait que je pourrais la déplacer d'une zone. Je pourrais pas déplacer une armée seule. Avec un dé de personnage, ça me prend une armée dans laquelle il y a soit un capitaine, soit un personnage spécial, fait qu'Aragorn, la bouche de Sauron, Gandalf, etc. Il y a juste Saruman qui ne rentre pas dans cette règle-là parce que Saruman ne peut pas se déplacer. Fait que par exemple, si le joueur des peuples libres dépensait un dé personnage, il pourrait déplacer toute cette armée-là parce que Grandpa s'y trouve et la ramener par exemple à l'intérieur de Minas Tirith parce qu'il a comme l'impression qu'il va se faire attaquer bientôt.
Après, le joueur de Sauron pourrait, en dépensant un des personnages, déployer toute cette armée-là, puis la ramener au Gorgoroth pour la rapprocher un petit peu, parce que je pense pas que le joueur des peuples libres va réussir à attaquer Barad-dûr. Ainsi de suite. Fait que donc, on peut déplacer une armée dans laquelle il y a un capitaine ou un personnage spécial. Et on ne peut faire, contrairement aux dés d'armée, on peut faire juste un déplacement comme ça. Fait que c'est pas de déployer deux armées ou de faire une attaque. C'est de déplacer une seule armée que ça provoque une attaque ou non. Ce qui veut dire que le joueur de Minas Tirith, des peuples libres qui contrôlent le Gondor, pourrait tout à fait dépenser un des personnages pour prendre cette armée-là et attaquer Justi ou l'inverse. Les deux fonctionnent. Le joueur contrôlant Sauron a des options supplémentaires avec le dé de personnage. Premièrement, en dépensant un seul dé de personnage, il va pouvoir déplacer tous ses personnages spéciaux, c'est-à-dire par exemple la bouche de Sauron, le roi sorcier ici, là, en respectant la limite de mouvement qui est demandée sur la carte juste ici. Fait que la bouche de Sauron me dit quand je l'ai déployé n'importe quelle forteresse qui est libre. Fait que par exemple, je peux l'avoir déployé ici. Fait qu'en dépensant un dé de personnage, je pourrais déplacer la bouche de Sauron de 3 cases. Peut-être que je voudrais qu'il aille rejoindre cette armée-là, justement. Avec le même dé de personnage, j'ai pas besoin d'en dépenser un autre, on peut déplacer tous les Nazgûl et les Nazgûl volent, fait qu'ils peuvent aller où ils veulent. Fait que je pourrais prendre par exemple le Nazgûl qui est là, celui qui est là et celui qui est là, et tous les amener juste ici, en plus d'avoir déplacé la bouche de Sauron qui est là. Je précise, c'est super important, le roi sorcier. Le roi sorcier est considéré comme un Nazgûl dans les règles. C'est d'ailleurs précisé sur sa carte, il a lui un mouvement également infini. Fait que je reviendrai quand je vais expliquer les règles de combat, pourquoi on peut vouloir des personnages spéciaux au combat. Mais le Nazgûl, comme le roi sorcier, comme tous les Nazgûl, si je dépense un seul dé de personnage, je pourrais par exemple tous les envoyer juste ici, pas ma petite troupe, juste les Nazgûl, en un seul mouvement, voulant renforcer une position quelconque. Le joueur des peuples libres a lui aussi beaucoup d'options avec son dé de personnage. L'une des premières options, c'est justement, comme Sauron, de pouvoir déplacer ses personnages spéciaux. Fait qu'on voit qu'ici, Grandpa, présentement, a quitté la communauté, ce qui veut dire que dans le coin en haut à gauche, on va avoir notre deck de cartes de la communauté, mais on va avoir retiré la carte de Grandpa, qui, elle, va être quelque part dans ma zone de jeu. Je vais remettre ça juste ici, je vais y faire référence dans quelques instants. Fait que Grandpa, si j'utilise un dé d'action de personnage, je vais pouvoir déplacer Grandpa et potentiellement tous les autres compagnons qui ont quitté la communauté. Et je vais pouvoir les déplacer d'un nombre de cases égal à leur vitesse, qui est le chiffre juste ici en haut à droite. Fait que Grandpa pourrait se déplacer de 3 cases. Peut-être que je veux qu'il aille rejoindre 1, 2, 3 comme ça. Il commence à s'en aller vers le gouffre de Helm. Les personnages vont revenir sur à quoi ils peuvent servir en combat, pourquoi je peux les vouloir, mais on voit ici que Grandpa, s'il participe à une bataille, il y a des effets spéciaux. S'il ne fait pas partie de la communauté, il peut être remplacé par Aragorn. Il faut que j'aille voir sur la carte d'Aragorn comment elle fonctionne. Fait que ça, c'est la première chose que je peux faire. Je précise, c'est important, si j'ai plusieurs personnes qui ont quitté la communauté, par exemple, j'ai Grandpa qui est juste ici, j'ai Boromir qui se promène avec Gandalf juste à côté de Fangorn. Fait que toutes ces cartes-là vont avoir quitté la communauté. Fait que je vais avoir ici Gandalf le Gris, je vais avoir Boromir qui va avoir quitté la communauté. Fait qu'il ne va me rester que 5 personnages dans ma communauté. Mais avec un seul dé de personnages, je vais pouvoir déplacer ces deux groupes-là. Fait qu'ils vont pouvoir se déplacer ensemble. Quand plusieurs personnages sont sur la même case, si je les déplace de la plus haute des vitesses parmi ces personnages-là. Fait que Boromir a une vitesse de 2, Gandalf a une vitesse de 3. Si je dépense un dé de personnage, je peux déplacer ce groupe-là de 3 et je peux déplacer Aragorn, qui est pour l'instant qui est Grandpa, de 3 également. Et là, il va falloir prendre le temps quand vous jouerez de lire les effets des différentes cartes. Il y a un paquet d'effets spéciaux qui peuvent se passer. Pourquoi je voudrais me promener avec des personnages? Il y a 2 raisons, ils peuvent aider au combat, chacun d'entre eux de différentes façons. Je vais y revenir quand je vais expliquer le combat. Et certains personnages vont avoir la capacité, on voit par exemple Boromir a le symbole du Gondor en bas à droite. Si Boromir termine son déplacement dans une zone, dans une forteresse ou une ville du Gondor, il va activer le Gondor. Il n'y a pas besoin de dépenser de dés particulièrement. De la même façon, on va s'en douter, si je fais quitter Gimli la communauté et il termine son déplacement dans une forteresse ou une ville de nains, il va activer les nains. Legolas peut activer les elfes, mais les elfes vont commencer déjà activés. Tandis que Grandpa, lui, peut également activer le Gondor. Il n'y a personne qui peut activer le Rohan.
Fait que les compagnons vont fonctionner comme ça. Autre chose que je peux faire, toujours avec le symbole de personnage, c'est justement de séparer un groupe de la communauté. Fait que disons que je reviens, j'étais comme ça ici, on est comme ça ici, on est plus en début de partie. Tous les personnages sont encore dans la communauté. J'ai pas encore changé mon guide, fait que c'est Gandalf qui est dans la communauté, qui est le Gandalf le gris, qui est le leader, le guide de la communauté. Disons que j'ai avancé ce marqueur-là, je suis comme ça ici. J'ai déjà expliqué quand on révèle la communauté dans la phase 2, un peu comment ce marqueur-là fonctionne. Disons que, pour des effets de simplicité pour moi, je suis présentement, la communauté est présentement à la Lorien, donc elle est juste ici. Fait qu'on sait que la communauté est à 4 cases de la Lorien, mais on ne sait pas exactement où. Quand le joueur va la révéler, il va décider est-ce que présentement il est à Minas Tirith, est-ce qu'il décide de passer par le nord pour rentrer par le Morannon, ainsi de suite. Je décide de prendre une action de personnage. Je veux faire quitter de la communauté. Disons que je veux faire quitter, tiens, Pépin et Mary vont quitter la communauté, partant en aventure pour aller faire quelque chose. Je décide d'être original. Fait que ce que je vais faire, je vais dépenser mon épée. Je vais dire ces deux-là vont quitter la communauté. Donc, je vais aller prendre leurs figurines et je vais pouvoir les déplacer. Fait que je vais pouvoir les déplacer de combien de cases? La vitesse la plus haute des deux, fait que pour l'instant, une case, plus le chiffre où je suis rendu juste ici. Je suis rendu à 4 cases. Donc, je vais pouvoir faire déplacer Mary Pipin de 5 cases. Je peux faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je m'en vais ici au gouffre de N. Pourquoi pas? Le marqueur en haut ne bouge pas, c'est juste qu'il y en a certains qui ont quitté la communauté. Et à partir de maintenant, quand je vais jouer un dé de personnage, je vais toujours pouvoir déplacer Mary et Pipin. À partir de maintenant, Mary et Pipin comptent comme des personnages spéciaux. Ça veut dire qu'avec un dé de personnage, je pourrais déplacer toute cette armée-là parce qu'il y a un personnage gris à l'intérieur, même s'il n'y a plus de capitaine. Et Mary et Pipin vont rajouter leur bonus s'ils en ont. Mais eux autres, ils ont des bonus juste s'ils font partie de la communauté. Là. Petit secret, petit spoiler. Mais les autres personnages, Boromir et Aragorn, même principe, ils vont activer leur bonus, appliquer leur bonus s'ils font partie d'une armée. Fait que ça va fonctionner comme ça pour activer les différents personnages, déplacer les personnages. Je le répète, s'il y a plusieurs personnages qui sont déployés sur le plateau, un seul dé d'épée va permettre de déplacer tous mes personnages spéciaux. Sinon, il va permettre de séparer un groupe de la communauté, qui va se déplacer de la vitesse du personnage le plus rapide, plus où on est rendu sur la piste. Sinon, je peux déplacer une armée dans laquelle il y a un personnage gris. La dernière utilité du dé épée, parce que non, j'ai pas fini. La dernière utilité du dé épée, c'est d'activer la communauté de l'anneau en tant que telle. Allons voir comment ça fonctionne. Donc, quand le joueur des peuples libres veut jouer avec la communauté de l'anneau, qui est représentée par Frodon et Sam, peu importe, il reste combien de monde dans la communauté en haut à droite, c'est toujours ce pion-là qui représente le porteur de l'anneau et les groupes qui l'accompagnent jusqu'éventuellement au Mount of Doom. Fait que je peux donc, en tant que joueur des peuples libres, dépenser un dé de personnage pour faire deux choses. Si la communauté n'est pas cachée, fait que si elle a été révélée présentement, si elle a été découverte par les forces du mal, ou s'il y a une carte événement qui m'a forcé à me révéler, à ne plus être caché, ça veut dire que mon marqueur va être sur ce côté-ci. Pour un dé de personnage, je peux me recacher. On va tout simplement tourner le dé, puis tourner le jeton, puis mon dé est dépensé. Je ne peux pas me déplacer si je ne suis pas caché. Fait que mon tour suivant, donc j'ai dépensé un dé, puis j'en avais roulé plusieurs, fait que le joueur adverse fait quelque chose, il joue une carte événement, ça revient à moi, je dépense un autre jeton, un autre dé d'épée, ben ça me permet d'avancer sur cette piste-là de 1. Tout simplement. Et c'est tout simplement comme ça qu'on va avancer sur la piste. On se rappelle que dans la phase 2 de chaque tour, je peux révéler la communauté. Fait que si au prochain tour de jeu, je décide de la révéler volontairement, ben ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer d'une case autour de où je me trouve présentement et ramener ça à 0. Si c'est le joueur qui déclare la communauté de l'anneau, la communauté n'est pas révélée. Fait qu'on ne retourne pas le jeton de l'autre côté. C'est si le vilain le trouve que là, on va révéler la communauté. Si sa position est simplement déclarée, elle reste cachée. Fait que si je prends une autre action plus tard pour me déplacer encore d'un, je vais tout simplement avancer ça. C'est très important de comprendre à cette phase-ci du jeu que quand on avance le jeton-là, cette figurine-là ne bouge pas. Fait à chaque fois que le jeton avance, on sait que lui, il est potentiellement à 2 cases autour de l'Elorien, à 3 cases autour de l'Elorien, à 4 cases autour de l'Elorien. Fait que si on réussit à avancer très loin sur cette piste-là, quand on se déclare, on peut faire des fois un très très grand bond en avant.
Par contre, évidemment, il y a des avantages, il y a un risque qui vient avec ça. À chaque fois qu'on avance d'une case sur cette piste-là, on doit procéder à la track. Donc, on va aller voir comment la track fonctionne. Je te présente donc la zone de track, spectateur, spectateur, zone de track. La zone de track, on se rappelle que dans la phase 3 du tour de jeu, le joueur de l'ombre a décidé d'allouer un certain nombre de dés à sa track parmi sa réserve de dés. Et qu'ensuite, quand il a lancé ses dés pour savoir quelles sont les actions qui étaient disponibles pendant son tour de jeu, s'il a roulé davantage de symboles œil de Sauron, il les rajoute tous à sa track. Ça ne sert à rien d'avoir plus que 5 dés dans sa track parce qu'on ne peut pas lancer plus que 5 dés pour résoudre une track. À chaque fois que le joueur des peuples libres utilise un dé personnage pour déplacer la communauté de l'anneau, donc d'avancer le marqueur de la communauté de l'anneau d'une case, le joueur de Sauron, il va faire un jet de track. Faire un jet de track, il va regarder il y a combien de dés œil de Sauron. Il va lancer un dé par œil de Sauron et il tente de rouler un 6. Il a quand même droit à certaines relances. Il va avoir droit à une relance si le marqueur de la communauté, si le pion de la communauté est dans une forteresse appartenant à Sauron. Il va avoir droit de relancer un dé si le pion de la communauté est sur une ou plusieurs armées de l'ombre, fait que la figurine de Frodon et Sam. Puis il va avoir le droit de relancer un dé si il y a un Nazgûl également sur la figurine de Sam et Frodon. Donc on comprend pourquoi Sam et Frodon aiment mieux être déclarés dans des zones qui sont fortifiées par les peuples libres, parce que c'est impossible d'atteindre une des 3 conditions de relance. Fait que dans mon cas, j'ai 3 dés, je lance les 3 dés, je tente d'obtenir 6. La track est ratée. Si la track est ratée, qu'elle soit ratée ou réussie, on va expliquer les effets d'une track réussie dans quelques instants, le joueur des peuples libres va ensuite placer son dé dans la zone de track lui aussi. Si plus tard dans le même tour de jeu, il se déplace une deuxième fois avec la communauté de l'anneau, le joueur de l'ombre va avoir un deuxième jet de track, mais cette fois-ci, il va avoir +1 sur le résultat de chacun de ces dés par des bleus qui est ici. Fait que dans ce cas-ci, si j'avais roulé ceci, par exemple, ça serait quand même un succès parce que j'aurais 5 +1, total de 6. Je vise à avoir 6, ensuite je place le dé là. Si plus tard dans le même tour de jeu, le joueur décide de se déplacer une nouvelle fois, donc je vais encore lancer mes 3 dés, mais cette fois-ci, je vais viser tout simplement un 4 et plus parce que je suis rendu avec un bonus de 2. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais encore une track réussie, puis ensuite on rajoute le dé qui est là. Fait que s'il réussit une 4e fois de se déplacer, cette fois-ci, je vais avoir un bonus de 3. Ça commence à être très 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 dangereux de se déplacer plusieurs fois dans le même tour de jeu. Donc, que se passe-t-il quand on a une track qui est réussie? Comme dans mon dernier exemple. Quand on a une track qui est réussie, le joueur de l'ombre va aller dans ce petit récipient-là où on a placé tous les jetons de track en début de partie, puis il va en piger un au hasard. Il peut y avoir différentes choses qui vont être représentées sur le symbole de track. Si par exemple j'ai un chiffre, ce sont des points de corruption que j'envoie au porteur de l'anneau. Si c'est un symbole œil, la valeur en corruption sera égale au nombre de dés de track que j'ai présentement dans la zone, dans mon cas 3. Et s'il y a ce symbole-là dans le bas du jeton, ça veut dire que la communauté est révélée. Dans tous les cas, une fois qu'on a pigé le jeton, on va le mettre à côté sur le bord du plat. Il ne retournera pas dans le plat. Fait qu'on va finir par piger les jetons qui sont plus négatifs, qui sont très négatifs. Et quand tout ça c'est vide, on va les rebrasser, on va reprendre la pile, puis on va le rebrasser à l'intérieur. Je précise que vers la fin de la partie, il y a des effets de jeu qui peuvent rajouter des jetons spéciaux. On voit des jetons qui enlèvent la corruption au lieu d'en donner, que le joueur des peuples libres peuvent arriver. Si on rajoute ces jetons-là à la réserve, et qu'éventuellement on vide complètement cette réserve-là, puis on les remet dedans, les jetons bleus n'y retourneront pas. Fait qu'eux autres peuvent être pigés juste une fois par partie. Donc disons que dans mon cas, j'ai pigé un 3 de corruption. Qu'est-ce qui se passe? Le porteur de l'anneau, le joueur qui contrôle les peuples libres, va avoir 2 options. La première option, ça va être de subir une perte. La deuxième option, ça va être d'utiliser l'anneau. Premièrement, il va aller regarder si il y a un effet de guide qui s'applique sur les effets de track. Par exemple, si Pérégrin il est guide, lors d'une track, si les dégâts sont de 1 ou plus, on peut séparer les pérégrins de la communauté pour réduire de 1 les dégâts de la track. Fait que je pourrais dire, ok, Pérégrin quitte la communauté, fait qu'il s'en va, donc il se déplace, dans mon cas ici, j'étais à 5 plus 1, il se déplace de 6, et les dégâts sont réduits à 2. Il me reste 2 dégâts de track à endurer. Ça pourrait être une chose que je pourrais faire. Sinon, si je n'ai pas un guide qui a un pouvoir particulier, disons que c'est Boromir présentement qui est mon guide, il n'y a pas ce pouvoir spécial de guide, j'ai donc, comme je le disais, 2 options. La première option, c'est de subir une perte.
Quand je vais subir une perte, ce que je vais faire, c'est que je vais soit sacrifier le guide de la communauté, et le guide de la communauté va absorber un certain nombre de points de corruption qui est égal à son niveau. Dans ce cas-ci, je sacrifie Boromir. Boromir est mort. Je l'enlève de la communauté complètement. On va retirer son pion qui est celui-là ici, je ne sais pas trop où, fait qu'on l'enlèverait. Ça serait de le retrouver. Et ensuite, on va prendre en corruption la différence. J'avais 3 dégâts de corruption, Boromir en a bloqué 2 en mourant. J'en prends 1. On se rappelle que si éventuellement je me rends à 12 de corruption, je perds instantanément la partie en tant que joueur des peuples libres. Ma deuxième option, si je veux prendre des dégâts, c'est de le piger au hasard. Au lieu de prendre mon guide, je peux retourner face cachée tous les jetons qui sont dans la communauté, en piger un au hasard, et c'est lui qui meurt pour le bénéfice de la communauté. Dans mon cas, c'est Boromir quand même. Fait que là, ce serait Boromir qui se serait sacrifié malgré tout, mais j'aurais pu piger n'importe quel autre jeton au hasard. Fait que les jetons vont servir à ça, à piger, quand je veux piger au hasard, qui se sacrifie au nom de la communauté de l'anneau. Ma deuxième option, si je ne veux pas sacrifier personne, c'est d'utiliser l'anneau. Si j'utilise l'anneau, ben, je vais prendre en totalité les points de corruption qui sont indiqués sur le jeton. Fait que dans ce cas-ci, je prendrais 3 points de corruption au complet. Fait que je passais de 1 à 4 d'un seul coup. Parce que j'ai voulu utiliser l'anneau pour me sauver des forces du mal de la traque. Si en plus, par exemple, si j'avais pigé ce jeton-là, ben j'ai la même option. Il vaut présentement 3 de corruption parce que c'est le symbole d'œil, puis j'ai 3 dés dans ma piste de traque. 3 dés rouges, on se rappelle. Donc, si je prends ces 3 corruptions-là, j'ai la même option. Je peux piger un jeton au hasard. Puis là, si je suis malchanceux, je vais piger Grandpa. Grandpa, il est mort. Puis sauf qu'il bloque 3 points de corruption complets, fait que je ne prendrai pas de corruption. C'est ma première option. La deuxième option, donc, je prends 3 de corruption dans le haut parce que je ne veux pas perdre de compagnon. Mais en plus, il y a le petit symbole de révéler la communauté. Fait que si je pige ce jeton-là, je vais avoir à tourner mon anneau de côté, indiquant que je suis révélé. Je vais avoir à le ramener à 0. Et je vais avoir à déplacer immédiatement ma figurine en respectant le nombre de cases qui est là. Mais comme c'est une traque qui a été réussie, je ne peux pas finir mon déplacement dans une forteresse alliée. Fait que si je pourrais faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, puis là je suis pogné au pélargure comme ça ici, les Nazgûl m'ont mis la main au collet à ce moment. Je pourrais me déplacer ailleurs, là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, puis là, je vais essayer de passer par le Morannon peut-être. J'ai différentes options, mais j'ai pas la même latitude que quand je me déclare volontairement parce que c'est Sauron qui a réussi à me trouver grâce aux effets de traque. Je précise tout de suite qu'il y a beaucoup de cartes qui vont avoir des effets que je peux les placer devant moi, puis je vais pouvoir les défausser pour me protéger de différents effets de traque. Il y a beaucoup de personnages qui ont des effets aussi par rapport à la traque. Mais dans l'ensemble, les dégâts de traque, les jets de traque vont se résoudre de cette façon-là. Fait qu'on se rappelle que plus tard dans la partie, je vais pouvoir utiliser un dé épée pour me recacher, puis recommencer à utiliser des dés épées pour pouvoir recommencer à me déplacer en ayant dans l'objectif de me rendre jusqu'ici. Je rajoute finalement comme information sur la traque qu'il est possible, si on est particulièrement malchanceux ou s'il y a des effets particuliers qui sont en jeu, de piger plus qu'un jeton de traque en même temps. Ça va arriver si, par exemple, ma communauté est comme ça sur le 3, j'ai été précédemment révélé juste ici, mais je me suis recaché juste avant de rentrer dans la Moria. Puis là, je suis prêt à me déplacer, et là, le joueur adverse réussit une traque. Donc, je pige un jeton de traque, et le jeton que je pige, c'est le jeton est révélé comme ça, juste ici. Fait que ici, je vais subir des dégâts égaux au nombre de succès que j'ai eu sur mon dernier lancer de dés. Fait que si j'ai eu 2 succès, je vais subir 2 dégâts. Là, je décide si j'ai quelqu'un qui meurt ou si je gagne 2 de corruption. Et ensuite, ma communauté est révélée. Donc, elle est révélée comme ça. Et je dois la déplacer de 3. Si à ce moment-là, je la dépasse à travers une forteresse, je parcours une forteresse ennemie, je vais piger un jeton de traque supplémentaire. Fait que si mes 3 points de déplacement, je décide que je fais 1, 2, 3 pour faire le tour de la Moria, je suis correct. Si je décide de faire 2, 3 comme ça ici pour faire le tour en passant par le sud, je suis correct aussi. Mais si je décide de faire 1, 2, 3, j'aurai le droit parce que je ne termine pas mon déplacement dans une forteresse alliée, ce que je ne peux pas faire quand c'est le méchant qui me trouve. Mais j'ai traversé une forteresse ennemie, fait que je vais piger un jeton de traque supplémentaire, puis je vais avoir à résoudre encore les effets de cette traque-là. Si c'est un nouveau jeton qui me révèle, ben ça donne rien de particulier de plus. Par contre, là, j'ai subi 2 autres points de corruption, fait qu'est-ce que je veux sacrifier quelqu'un d'autre ou je veux ramasser 2 autres points de
corruption. Allons-y pour un des gros morceaux du jeu maintenant, le combat, les fameux combats d'armée, comment ils fonctionnent. On va y aller avec le concept de base pour commencer, puis ensuite on va y aller avec certaines spécificités. D'abord, le concept de base, quand il y a un combat qui se déclenche, on se rappelle que je pourrais prendre, si je suis par exemple le joueur de Sauron, je pourrais prendre un dé armé, donc le drapeau pour déplacer l'une des deux armées qui est ici et attaquer juste ici Minas Tirith, ou peut-être attaquer le Pélargé qui est juste en dessous. Comme les deux factions, mes deux armées ont un personnage gris à l'intérieur, je pourrais également prendre un dé de personnage pour attaquer avec l'un des deux, mais si j'étais par exemple comme ça, avec un dé d'armée, je pourrais attaquer avec n'importe quelle des deux armées, mais avec un dé personnage, je pourrais attaquer juste avec elle, parce que ça prend un personnage gris à l'intérieur pour pouvoir attaquer avec un dé de personnage. Cela étant dit, comment ça fonctionne quand on a un combat qui se déclenche, disons que je décide d'attaquer avec l'armée là qui est juste ici. On se rappelle que j'ai une limite de 10 armées. Pour mon exemple, on va se donner quelques Nazgûl, ça va aider à comprendre les règles. Et j'attaque juste ici. Quand on va attaquer, la première chose qu'on va faire, c'est que les deux joueurs, en commençant par l'attaquant, vont décider s'ils jouent une carte de combat. Et là, c'est là que la deuxième moitié de la carte va rentrer en jeu. Fait qu'on va, le joueur attaquant va décider s'il joue une carte de combat. Certaines cartes de combat vont avoir des prérequis. Par exemple, je peux jouer elle seulement s'il y a un Nazgûl qui participe à la bataille. Fait que disons que j'ai Aragorn qui participe à ce combat-là juste ici, puis je veux pas que Aragorn m'achale trop, ben tiens, je vais dire, je vais jouer cette carte-là face cachée. Le joueur des peuples libres va également décider s'il joue une carte face cachée. Quand c'est fait, on révèle les cartes et on passe à la deuxième phase du combat. On va regarder le nombre de dés qu'on va avoir à jouer. Les cartes de combat ont un paquet d'effets différents. Ils peuvent annuler les points de commandement, ils peuvent permettre des relances, ils peuvent donner des bonus au combat, tuer des unités, permettre d'attaquer plus longtemps, des trucs comme ça. Je n'entrerai pas dans le détail, ils sont généralement assez clairs sur la carte pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Quand on arrive à la deuxième phase du combat, on va vérifier on a combien de dés qu'on a pour attaquer. Je précise que si j'attaque avec une armée pour des raisons défensives ou des raisons stratégiques, je peux décider d'attaquer juste avec une partie de mon armée. Je pourrais décider que je laisse 3-4 soldats derrière, j'attaque juste avec les autres. Les 3-4 soldats que je vais laisser derrière ne participeront pas du tout à cette bataille-là. Donc, quand je vérifie j'ai combien de dés, ben, c'est tout simplement j'ai un dé par unité, peu importe c'est quoi le type d'unité. Puis là, je parle des unités de couleur. Les capitaines, les Nazgûl ne donnent pas de dés de combat. Les compagnons, les personnages spéciaux, à moins que ça soit spécifié sur leur carte, ne donnent pas de dés de combat. Par exemple, Grandpa, c'est spécifié sur sa carte. S'il participe à une bataille, il ajoute 1 à la force de combat. Ça veut dire qu'on lance un dé de plus. Le nombre de dés maximum qu'on va lancer, c'est toujours 5. Fait que le fait d'avoir une grosse armée, c'est que ça me permet d'avoir 5 dés plus longtemps dans le même combat. Fait que les deux joueurs vont lancer leurs dés, tout simplement, puis on va tenter d'avoir un résultat de 5 et 6. Fait que si par exemple le joueur des peuples de l'ombre, avec cette grosse armée-là, lance ses dés, on voit qu'il y a 2 succès. À quoi servent les Nazgûl et les capitaines de l'autre côté? Ils permettent d'avoir des relances. Chaque Nazgûl ou chaque capitaine me donne une relance. Fait que je peux prendre 2 de mes dés, les relancer, j'ai infligé 3 pertes à mon adversaire. Le joueur de Minas Tirith du Gondor fait le même jet. On fait les jets de façon simultanée. Il n'y a aucun succès. Par contre, lui, il a 2 capitaines, fait que ça lui permet d'avoir 2 de relance. Et je vois que Grandpa a une capacité de 1 de commandement. Le commandement, c'est un nombre de points de relance. Fait que Grandpa me donne également une relance. Donc, je peux relancer les dés au total. Je lui inflige un total de 2 pertes. Quand on reçoit des pertes, ce joueur-là en reçoit 3, ce joueur-là en reçoit 2. Lui, il n'y a pas d'option parce qu'il y a juste des unités de base. Mais s'il avait des unités d'élite dans son armée, les options quand on reçoit des pertes, pour chaque perte, je peux éliminer une unité de base ou transformer une unité d'élite en unité de base. Fait que je pourrais dire avec ma première perte, j'élimine lui, puis avec ma deuxième perte, j'enlève lui, puis je le transforme en unité de base. Sauron, lui, n'a pas de problème à compter ses pertes retournent toujours dans sa réserve. Par contre, lui, le joueur des peuples libres, s'ils ont des pertes, elles retournent dans la boîte. Fait que si je dis avec mes 3 pertes, j'élimine ces 3 unités-là, je ne les reverrai plus de la partie. Fait que c'est des unités que je ne peux plus recruter. Je ne les envoie pas avec ma réserve d'unités qui sont là. J'envoie ça dans la base. Ces unités-là sont terminées. Il y a une petite façon de contourner cette règle-là qui est tout à fait illégale. Si je décide de transformer une unité d'élite en unité de base pour compenser une perte, je peux aller la chercher dans mes pertes précédentes. Fait que si je reprends mon même exemple, je perdais 3 pertes, je pourrais dire première perte, je perds lui. Deuxième perte, je perds lui, je le transforme en unité de base, je vais chercher celle qui vient de mourir.
Et troisième perte, j'en enlève un autre. Ce qui veut dire que au prochain tour de combat, je vais avoir moins de dés. Je vais avoir le même nombre de relances, mais je vais avoir moins de dés parce que je n'ai plus 5 unités. Les unités d'élite ne me donnent pas davantage de dés, c'est juste qu'elles comptent en quelque sorte comme ayant 2 points de vie. Quand cette phase de combat-là est terminée, ben, le joueur attaquant va décider s'il continue l'assaut. Fait que dans le même jet, il va pouvoir dire « je continue à t'attaquer », ce qu'il ferait probablement. Et s'il décide d'attaquer, lui, il peut décider de battre en retraite. S'il bat en retraite, il doit se déplacer dans une zone adjacente, libre, qu'il peut prendre. Il y a les règles de siège sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Mais si les deux joueurs décident de ne pas battre en retraite, si lui ne décide pas de se reculer ou si lui ne décide pas de quitter la zone, ben le combat va tout simplement continuer. Fait qu'on va décider si on joue une carte en début de phase de jeu, disons que les deux joueurs n'en jouent pas. Lui, il va relancer 5 dés pour attaquer. Il a 2 succès. Il a droit à 2 relances parce qu'il y a 2 capitaines. Il reste à 2 succès. L'autre joueur a 4 dés, mais on se rappelle que Grand Pas en donne 1. Ça fait 5 dés. Il roule un beau 2 succès. Il a droit à 3 relances grâce à Grand Pas. Il inflige un total de 3 pertes. Fait que là, je pourrais dire 1, 2, 3 par exemple. Et là, moi, j'en perds encore 2. Là, j'aurais pas le choix d'en perdre 2 comme ça. Si jamais on élimine toutes les unités de base, toutes les unités de couleur donc d'une zone, fait que si j'attaquais un troisième round de jeu, puis disons que j'en perds 2, puis lui perd ses 2, tous les capitaines et tous les personnages qui perdaient à la bataille sont immédiatement, instantanément détruits. Ils s'en vont dans la boîte, ils ne peuvent revenir. Fait que c'est comme ça qu'on va éliminer. Avec les Nazgûl, c'est le même principe. Les Nazgûl vont retourner dans la réserve, eux. On peut toujours les recruter par la suite, contrairement aux capitaines des peuples libres. Si on réussit à prendre le contrôle d'une zone en la combattant, ben on va tout simplement mettre un marqueur de notre région dessus. On va aller augmenter son nombre de points de victoire. Si c'est une zone qui a le petit symbole d'épée, qu'on voit bien dans la vraie vie, soit dit en passant, mais pas très bien à la caméra, qui a le petit symbole d'épée. Ici, Minas Tirith valait 2 épées. Fait que si je réussis à prendre Minas Tirith, puis je mets un contrôle dessus, remplaçant le contrôle du Gondor, ben là, je viens de marquer 2 des 10 points de victoire que ça me prend pour remporter la partie. Il y a dans le jeu 2 bonus défensifs très importants, comme dans l'exemple que vous venez de voir, le joueur du Gondor voulait perdre la partie, apparemment il a très très mal joué. Premier bonus défensif, c'est les endroits où il y a des villes ou des villages, qui vont être représentés par des carrés comme ça, des espèces de rectangles comme ça ici qu'on va avoir. Il y a des petits symboles ici également. Je ne sais pas si on le voit bien, là, mais il va y avoir des petits symboles de villes, de villages comme ça sur le plateau qui vont donner des bonus défensifs. Quand on attaque une zone qui a une cité ou un village, le premier tour de jeu d'attaque, fait que si par exemple l'armée qui est ici attaque le Pélargir qui est juste là, le premier tour d'attaque, eux, ça va leur prendre des 6 après avoir joué leur carte puis décidé leur truc. Ça va leur prendre des 6 pour être capable d'infliger des dégâts. Fait que là, malgré tous ces 5, le premier round d'attaque, il n'a pas réussi à infliger des dégâts. Lui, il pourrait contre-attaquer, il lance un 2, il a droit à une relance parce qu'il y a un capitaine. Il a réussi à infliger une perte, il est très heureux, probablement avant de se faire péter. Puis vu qu'il a réussi à ne pas avoir de perte, ben, il pourrait retraiter à la fin du combat, laissant cette zone-là à toute cette armée-là, mais il a réussi à ne pas se faire tuer. C'est déjà très bon. Le deuxième bonus défensif qu'on va avoir concerne les forteresses. Fait que les zones où il y a des grands carrés comme ça, juste ici, qui valent 2 points de victoire, comme on a vu précédemment. Si j'attaque une zone ou si je me fais attaquer dans une zone qui a une forteresse, le joueur va avoir l'option de retraiter. Peu importe le nombre de soldats qui est dans la zone, à la fin du premier round de combat, il va avoir l'option de retraiter à l'intérieur de la forteresse. Si on décide de retraiter à l'intérieur d'une forteresse, on va envoyer 5 de nos unités combattantes, fait que 5 des unités qui donnent un 2 à l'intérieur de la dite forteresse, et on peut envoyer autant de capitaines et de personnages qu'on veut. Fait que je pourrais envoyer toutes ces troupes-là à l'intérieur de ma forteresse. Les troupes en excédentaire vont retourner dans la réserve. Elles, je ne les perdrai pas, je pourrai les recruter plus tard. On va avoir une zone de jeu complètement à gauche où il y a toutes les forteresses possibles du jeu. Fait que je vais prendre toutes mes troupes et les déplacer sur la case de Minas Tirith et le siège va commencer. Comment fonctionne le siège? Bien, premièrement, je cède le territoire à mon adversaire. Par contre, il ne gagnera pas les points de victoire. Il contrôle la zone, mais pas la forteresse. C'est la forteresse qui vaut des points de victoire. Fait qu'il va pouvoir passer par là, attaquer, se promener, etc., etc. Mais il n'y aura pas les points de victoire. L'autre avantage que ça a, c'est que les assauts ne durent qu'un round. Fait que si ce joueur-là m'attaque, disons qu'on est le tour plus tard ou l'action plus tard, il dépense un dé d'armée pour pouvoir m'attaquer, ou un dé de personnage parce qu'il y a des Nazgûl. Il me fait une phase d'attaque, mais premièrement, il va falloir qu'il roule 6. Après qu'on ait joué nos cartes, il va falloir qu'il roule spécifiquement des 6. Fait que dans ce cas-ci, il y aurait un succès.
Moi, je pourrais faire mon jet d'attaque. Moi, ça me prend des 5 et plus, comme d'habitude. Fait que grâce à Aragorn et à mes capitaines, j'obtiens un total de 2 succès. Il décide de subir 2 pertes comme ça ici. Normalement, on l'a vu, il pourrait décider tout simplement de continuer son assaut. Si on attaque un endroit qui est assiégé, pour avoir le droit de continuer notre assaut, on doit rétrograder une unité d'élite. On doit transformer une unité d'élite en unité de base. Là, ça me permettrait de faire un deuxième round de combat. Je lance mes dés, je n'ai aucun succès. Grâce à mes relances, j'ai réussi à en avoir un. Mon adversaire lance ses dés, il y a 2 succès. Grâce à ses relances, il n'y en a pas plus. Fait qu'il réussit à avoir 2 succès. Et là, si je veux continuer le combat, ben, je vais avoir encore une fois à rétrograder une nouvelle unité. Puis je vais pouvoir faire un dernier assaut parce que je n'ai plus d'unité d'élite. Ça va me prendre un nouveau dé complètement pendant ma phase d'action pour pouvoir continuer à attaquer cette zone-là. Fait que les zones qu'on assiège des forteresses sont beaucoup plus difficiles à prendre. Par contre, l'adversaire ne pourra pas utiliser de dés de recrutement pour recruter dans cette forteresse-là parce qu'elle est assiégée. Allons-y maintenant pour le détail sur les règles finales du Mordor. Le Mordor particulièrement pour la communauté de l'anneau. Si dans la phase 2, dans la phase de déclaration de la communauté de l'anneau, le porteur de l'anneau se déclare dans le Morannon ou à Minas Morgul, il va automatiquement se déplacer sur la première case de la piste ici, des crevasses du destin. À partir de là, comme d'habitude, il va pouvoir dépenser un dé de personnage, mais là, il va avancer directement sur cette piste-là. On ne gardera plus la piste en haut, on va juste la garder pour savoir s'il est caché ou s'il n'est pas caché. Quand il avance, il n'y a plus de jet de track sur la dernière piste et les personnages de la communauté ne peuvent plus se déplacer là. Les autres règles s'appliquent quand même. Par contre, à chaque fois qu'il avance, il va tout simplement piger un jeton de track directement à chaque fois. Si le jeton de track le révèle, comme c'est le cas avec le pion que j'ai joué, il va quand même falloir qu'il dépense un jeton pour se recacher avant de pouvoir se redéplacer. Et il y a la même décision que d'habitude à prendre avec la track, c'est-à-dire est-ce que je prends les 2 points de corruption ou il y a un des compagnons qui meurt en absorbant une partie de la corruption. Ensuite, quand ça va revenir à moi, je vais pouvoir prendre un autre dé pour me déplacer. Et on va continuer à piger les jetons à chaque fois qu'on avance. L'autre petite particularité, c'est ce jeton-là. Je l'ai dit précédemment, puis je pense que je l'avais mal dit la première fois que je l'ai dit. Je le corrigerai à l'écran. Ce jeton-là indique normalement que je gagne un nombre de points de corruption ou je me fais attaquer par un nombre de points de corruption égal au nombre de succès que j'ai sur le jet de track. Dans ce cas-ci, il ne vaudrait qu'un seul point de corruption. Sur la piste du Mordor, ce jeton-là veut plutôt dire que je gagne un point de corruption pour chaque dé qu'il y a dans la zone de corruption, autant les dés rouges que les dés blancs. Fait qu'il peut valoir des fois 4, 5, 6 de corruption. Aussi, le Mordor va avoir certains jetons particuliers qui ont le symbole de stop juste ici en bas à droite. Si j'ai réussi à jouer des cartes événements qui ont rajouté ces jetons-là dans la réserve et qu'on en pige un, non seulement il y a de la corruption, non seulement il est révélé, mais en plus, on le ramène. Ça va l'avoir empêché de bouger, ce jeton de track-là. Je précise pour terminer que les jetons de track spéciaux, même si on les joue pendant la partie, ils ne s'ajoutent à la réserve seulement quand la communauté est rendue à l'intérieur de la piste de Mordor. Je précise que si, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit, si on réussit à aller sur la dernière case de la piste de Mordor et qu'on n'a toujours pas rendu à 12 de corruption, ben, le joueur des peuples libres gagne la partie. On lâche pas, on a quasiment fini les derniers petits détails avant que je te fasse une espèce de résumé de survol de tout ce que je viens de te dire. Au niveau de la communauté de l'anneau, je l'ai dit au début du vidéo dans un autre segment, si éventuellement les porteurs de l'anneau, donc Frodon et Sam, se ramassent seuls dans la communauté, fait que Pippin, Merry, Boromir, Legolas, Aragorn, Gandalf et, j'en ai mis sûrement un, Gimli, ont quitté la communauté, et qui se retrouvent tout seuls, ben immédiatement, ça va être Gollum qui va venir rejoindre la communauté, qui va devenir leur guide jusqu'à la fin de la partie. Gollum ne peut jamais quitter la communauté, il n'y a pas de statistiques, fait qu'il ne peut pas réduire les dégâts de corruption puis mourir, des trucs comme ça. Par contre, il a ses propres capacités spéciales comme guide et il y a également son petit mini qui va venir rejoindre la communauté, que je suis en train de pitcher partout, fait que son petit mini comme ça ici, qui est tout petit, qui va venir rejoindre la communauté. Deuxième et dernière chose que je voulais dire dans ce petit segment-là, ce sont les fameux anneaux elfiques et non pas les elfes elfiques. Fait que les fameux anneaux elfiques, il y en a 3 qui sont donnés aux peuples libres en début de partie, donc aux joueurs qui contrôlent les peuples libres. Il peut les utiliser chacun une fois dans la partie. Quand on utilise un anneau elfique, on va le tourner, on va le donner aux joueurs de l'ombre et on va pouvoir
placer l'un de nos dés bleus sur la face de notre choix. Fait que si on a absolument besoin d'un déplacement, d'un résultat d'armée de plus, on va pouvoir dépenser un des anneaux elfiques pour aller se choisir. Fait que les anneaux elfiques, c'est 3 jokers qu'on a pendant la partie. Par contre, les anneaux elfiques ne peuvent pas être utilisés pour tourner un dé sur la face volonté de l'Ouest et ne peuvent pas être utilisés pour tourner un dé sur la face de track. La track, ça va être au hasard quand on les place ou ceux qu'on décide de placer au début de la phase de track. Donc, quand ils sont utilisés, on le tourne, on donne au joueur de l'ombre, ce qui veut dire que le joueur de l'ombre va pouvoir utiliser chaque anneau, lui aussi, une fois dans la partie. Si, évidemment, le joueur contrôlant les peuples libres les a utilisés d'abord. Donc, pour terminer, avant de passer la critique, parce que là, ça doit faire quelque chose comme 1h20, c'est pas 1h30 que je te parle, je fais un bref résumé d'un tour de jeu pour essayer de te mettre de l'ordre là-dedans. Fait que si toi, tu penses que tu as déjà tout compris, skip par-dessus, passe par-dessus ce segment-là. Pour les autres, juste à mettre de l'ordre là-dedans, fait qu'on finit d'expliquer la guerre de l'anneau, un petit résumé d'un tour de jeu, jamais de mauvaise idée. Fait qu'en tout premier lieu, chaque joueur va récupérer tous ses dés. On observe si le joueur des peuples libres récupère au moins un dé de la piste de track. Et chaque joueur pige une carte dans chacun de ses paquets événements. Fait qu'on va piger 2 cartes par tour. Si un deck de cartes événements est vide, on ne le rebrasse pas, il est tout simplement vide, on peut plus piger dedans. Deuxièmement, il y a la phase de la communauté. Fait que le joueur des peuples libres peut, s'il le veut, révéler la communauté. Il va remettre le marqueur à 0 sur la piste de communauté et déplacer la communauté en la gardant cachée. S'il n'a pas la révéler, mais de la déclarer. S'il la déclare dans une forteresse des peuples libres, il va pouvoir guérir un point de corruption. Il peut en profiter pour changer le guide à ce moment-là. Ensuite, il y a la phase de track où le joueur de l'ombre va décider combien de dés de track il décide d'accorder à la zone de track. Il ne peut pas mettre plus de dés qu'il y a de compagnons dans la communauté. Gollum compte comme un compagnon, fait que même à la fin de la partie, si les compagnons sont tous partis, il peut en placer quand même au minimum 1. Ensuite, dans la phase 4, les joueurs vont lancer leurs dés. Si le joueur de l'ombre roule d'autres symboles œil de Sauron, il les place automatiquement dans la phase de track. À ce moment-là, il peut dépasser le nombre de compagnons qu'il y a dans la communauté. Après ça, les joueurs vont dépenser, en commençant par le joueur des peuples libres, vont dépenser leurs dés un à un, en dépensant chacun son retour, un dé pour prendre l'action qui est affichée sur le dé. Si un joueur a moins de dés que son adversaire, il peut décider de sauter une phase de tour pour équilibrer le nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le dé? On a d'abord le dé d'événement qui va permettre le palantir, qui va permettre de piger ou de jouer des cartes. On a le dé de recrutement, de mobilisation, qui va permettre de faire progresser des peuples, des factions sur la piste politique, ou va pouvoir permettre éventuellement de recruter des unités une fois que ces nations-là vont être en guerre. Avec le dé de recrutement, les forces de l'ombre peuvent également activer des personnages spéciaux. Il va y avoir le dé d'armée qui va permettre de déplacer une armée pour attaquer, ou 2 armées différentes qui ne vont que se déplacer. Puis là, on doit respecter certaines règles. Si on est en guerre, on peut dépasser des frontières, attaquer. Si on n'est pas en guerre, il faut rester dans les frontières de notre pays ou aller sur les terrains neutres. Avec le dé Volonté de l'Ouest, ça devient un joker pour le joueur des peuples libres qui peut faire ce qu'il veut avec, mais qui peut faire aussi certaines habiletés spéciales. On a finalement le dé personnage, qui est le dé le plus complexe à jouer. Grosso modo, le dé personnage va permettre de jouer avec les figurines grises. Fait que si on a un capitaine ou un personnage qui fait partie d'une armée, on va pouvoir déplacer cette armée-là d'une case. Sinon, on va pouvoir déplacer tous ces personnages spéciaux, fait que la bouche de Sauron, puis le roi sorcier dans le cas des forces de Sauron, ou tous ces Nazgûl. Dans le cas des peuples libres, ça va être n'importe quel membre de la communauté qui a quitté la communauté, puis là on va pouvoir les déplacer tous en même temps, même s'ils ne sont pas au même endroit avec un seul dé. On peut également, si on est le joueur des peuples libres, en profiter pour prendre un dé personnage pour faire quitter des membres de la communauté, puis plus tard les contrôler toujours avec un dé de personnage pour pouvoir les activer. Les membres de la communauté vont servir entre autres à aller activer des nations s'ils terminent leur déplacement dans des nations qui les concernent. Ils vont pouvoir se mêler à des batailles d'armée, offrir leurs points de commandement à différentes batailles d'armée, ou aller offrir certains bonus sur le plateau de jeu. Et il y a beaucoup de cartes événements à l'intérieur du jeu qui vont nécessiter que tel ou tel personnage soit à tel endroit. Fait qu'on peut se servir de ça pour se déplacer aussi. Finalement, pour le joueur des peuples libres, le dé de personnage, ça va être le dé avec lequel il va activer la communauté. Fait que chaque dé de personnage qu'il va dépenser pour faire avancer la communauté va permettre à la communauté de progresser de une case sur la piste de la communauté, se rapprochant du Mordor. Par contre, il va avoir un jet de track à chaque fois qu'il va faire ça, lui forçant à gagner la corruption, ou lui forçant potentiellement à ce que certains des membres de la communauté, Aragorn, Boromir, Pipin, Merry et compagnie, à ce qu'ils meurent pour bloquer cette corruption-là.
Et on va continuer comme ça. Fait que quand tout le monde a dépensé ses points d'action, on passe à la dernière phase du jeu, qui est la phase 6, où là, on fait juste vérifier les conditions de victoire. On se rappelle qu'il y a d'autres façons de gagner. Si pendant le tour de jeu, à n'importe quel moment, Frodon a 12 points de corruption, Sauron gagne. Si pendant le tour de jeu, à n'importe quel moment, Frodon se rend à la dernière case, la piste du Mordor, c'est l'équipe des Peuples Libres qui va gagner. Sinon, pendant la phase 6, après que tout le monde a fini de jouer, à la fin du tour de jeu, on va regarder les points de victoire. Si Sauron en a 10, il gagne. Si les forces des Peuples Libres en ont 4, il gagne. Bon, voici venu le temps de la critique. Je vais commencer comme d'habitude. Tu as probablement déjà une bonne idée de ce que je pense de ce jeu-là. Je vais commencer avec le matériel. La Guerre de l'Anneau, c'est un jeu qui est dispendieux, fait qu'on s'attend à avoir du matériel qui est de qualité là-dedans, et on a du matériel qui est de qualité. Les figurines, premièrement, c'est sûr que dans ce genre de jeu-là, c'est une composante qu'on va regarder. C'est des figurines, c'est pas des figurines extraordinaires. Le détail est quand même un petit peu mieux que dans la première édition. Les figurines se ressemblent beaucoup. Le détail est un peu mieux. C'est des petites figurines, c'est pas du 32 mm, c'est des figurines plus petites que ça, mais ça fait le travail sur ce que ça a à faire sur le plateau. Ils ont une bonne texture, c'est des figurines solides. Il y a beaucoup de soldats qui ont des espèces de lances qui sont très très courbées. Là. C'est comme s'il manquait de motivation un petit peu pour aller à la guerre. Qui ont des lances très courbées, mais ça, une petite trempette dans l'eau chaude, généralement, ça règle le problème pour ceux qui sont habitués dans des figurines de plastique. Il y a les Nazgûl, qui sont ces figurines-là juste ici, que je trouve bien. Par contre, ceux qui ont déjà vu les Nazgûl de la première édition, leurs ailes étaient déployées, donc la figurine était beaucoup plus imposante sur le plateau. Moins facile à serrer, prenait trop de place sur les cases, mais la figurine était plus imposante. C'est peut-être ma seule... Quand j'ai déception, c'est pas le bon mot, c'est peut-être la seule chose que j'aime moins par rapport à la deuxième édition, entre la deuxième édition et la première édition. Les dés, ce sont des dés que j'adore, ils sont vraiment absolument splendides. Ça paraissait peut-être pas à la caméra, mais ils sont faciles à lire, les symboles sont bien visibles dessus, on les reconnaît facilement. Les figurines de héros, même chose, ce sont des figurines intéressantes, petites mais intéressantes. Certains personnages peuvent être difficiles à différencier les uns les autres. Grandpa et Boromir, entre autres, se ressemblent beaucoup au niveau des figurines. Et au niveau des figurines, peut-être le plus gros défaut du jeu, c'est que, surtout pour le joueur des Peuples Libres, ça peut être difficile d'un coup d'œil rapide de différencier l'unité d'élite des elfes de l'unité d'élite du Rohan, de l'unité d'élite du Gondor. C'est tout du monde à cheval avec une lance ou un arc à la limite. Si on connaît bien l'univers du Seigneur des Anneaux, la tâche est facilitée parce que, par exemple, les unités d'élite du Gondor vont avoir un énorme bouclier avec un arbre qui est tracé dessus, donc on reconnaît facilement le Gondor si on connaît, alors que les unités du Rohan vont avoir la tête d'un cheval sur leur bouclier ou sur leur armure. Les elfes vont avoir un autre symbole sur eux autres, fait qu'on les nains sont plus faciles à reconnaître, ils sont plus petits. Fait qu'on peut facilement les reconnaître si on connaît l'univers, mais si on ne connaît pas l'univers, ça peut être une tâche relativement complexe. Sinon, une autre chose qui ont changé dans la deuxième édition, c'est la taille des cartes. Les cartes, avant, c'est des cartes de taille traditionnelle, de style poker. Là, c'est des cartes plus grandes, des cartes de style tarot. Le texte est donc plus visible. Si on a des cartes qui sont posées sur la surface de jeu et qu'on doit y faire référence, c'est plus facile de le voir. C'est pas des cartes qui se brassent facilement si elles ne sont pas slivées, fait que je les ai slivées. Les cartes sont quand même de très bonne qualité. On a une bonne qualité de carte à l'intérieur. C'est Ares qui fait ça, donc on a quelque chose qui est de bonne qualité. Le texte est clair. J'ai pas vu d'erreur de règle ou d'erreur au niveau de l'écriture, de l'orthographe, de la ponctuation, etc. Des trucs mal traduits. J'en ai pas vu encore dans ce que j'ai joué à la deuxième édition. Et il y a certaines cartes qui ont été clarifiées par rapport à la première édition. Certains pouvoirs qui ont été mise à jour, si on veut, par rapport à la première édition. Fait que c'est vraiment très intéressant. Les figurines, je les aime toutes, je l'ai dit, et j'aime beaucoup ceci, mine de rien. Là, je sais que c'est une aide de jeu qui est très imposante, mais l'aide de jeu, on a vraiment d'un côté le tour de jeu, la track, les batailles, comment activer une nation. Fait que certaines informations importantes, c'est un peu comme un paravent à Donjon Dragon. L'information est bien organisée. On a qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun des deux de l'autre côté. C'est super bien organisé. Et à l'intérieur, dans le fond, ce qu'on a, c'est un glossaire. Fait que si je rencontre un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Une forteresse, quel bonus ça me donne? Qu'est-ce que ça veut dire? Une région côtière, c'est quoi un siège? Comment ça fonctionne? Si une armée est assiégée, si elle n'est pas assiégée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Fait que c'est intéressant de s'y retrouver. Et c'est bien fait. Le plateau est gigantesque. Quand je dis gigantesque, il est vraiment très grand. C'est littéralement 2 plateaux qui sont repliés, qu'on doit coller l'un à l'autre pour former le plateau principal. Mais tout est clair sur le plateau, puis ça permet d'avoir des zones
qui sont relativement grandes pour accueillir les armées, parce que vous l'avez vu, on a beaucoup d'armées. Le plateau reprend la carte des terres du milieu. Certains trouveront que c'est une qualité, d'autres vont trouver que c'est un défaut, parce que comme il est très très fidèle, il y a des grandes zones du plateau qui n'aura pas vraiment de conflit. Toutes les zones côtières sur le sud-ouest du plateau, généralement, il n'y a pas vraiment de conflit par là. Éventuellement, si on rentre des extensions, puis on a les pirates d'Umbar qui peuvent arriver en bateau dans ces coins-là, ça peut changer un peu la donne, mais dans le jeu de base, il y a des grandes zones du plateau qu'on n'utilisera pas, mais ça représente la carte des terres du milieu. Fait que certains vont apprécier, moi entre autres, vont apprécier à quel point c'est fidèle aux cartes qu'on peut voir dans les romans de Tolkien et tout ça. Tous les noms sont bien utilisés sur la carte. Ça peut par contre causer de petits conflits. Pas de petits conflits, mais de petites difficultés. Si je vois une carte puis c'est écrit recruter 2 armées aux runes méridionales, sur la carte, les zones où elles sont, ce n'est pas précisé. Fait que ça peut arriver régulièrement qu'un joueur, surtout un joueur qui aime bien le jeu, mais qui est un peu moins habitué à la mythologie de Tolkien, lise quelque chose et là je dois activer une unité ou à rajouter une unité à Brie, à Karok, à la forteresse de Dol Guldur, etc. Les joueurs vont chercher sur le plateau pour savoir c'est où cette zone-là. Ça aurait peut-être été le fun qu'il y ait une façon de repérer ces cartes-là sur le plateau de jeu, mais dans l'ensemble, c'est pas si pire que ça. Fait que ça, c'est pour les composantes. C'est vraiment un jeu que je trouve qu'il y a des composantes très efficaces. Il n'y en a pas, mis à part les figurines, il n'y a pas tant de jetons que ça. C'est vraiment 2 gros decks de cartes par joueur, plusieurs jetons là, pour contrôler les territoires, puis il y a quelques jetons pour les anneaux elfiques, les points de victoire, puis la traque. Il n'y a pas tant de matériel que ça pour la grosseur du jeu, mis à part les figurines évidemment. Mais le matériel est de bonne qualité. Maintenant, au niveau de la critique du jeu, je vais me vendre d'avance. Je vais dire, la dernière fois que nous avons fait, David et moi, notre top 100, il y a maintenant 4 ou 5 ans, la guerre de l'anneau était dans le top 10. C'était donc un jeu que j'appréciais énormément à l'époque et ça n'a pas changé. Le jeu a ses défauts, évidemment. Des défauts que moi, je suis facilement prêt à passer par-dessus. Fait que je vais quand même, au lieu de te le vendre sans réfléchir, je vais essayer de t'expliquer, selon moi, quel genre de joueur va retrouver du plaisir à ce jeu-là, puis quel genre de joueurs vont peut-être vouloir plus éviter ce jeu-là. D'abord, il faut savoir que le jeu va s'optimiser si tu joues à 2. C'est un jeu de guerre à grand déploiement. C'est principalement un jeu de guerre. C'est un jeu de guerre partiellement asymétrique. Les 2 joueurs au niveau du combat vont fonctionner, au niveau militaire vont fonctionner de la même façon, mais n'auront pas le même objectif. Sauron va vouloir conquérir davantage de forteresses que les peuples libres, ce qui est très logique. Fait que, au niveau de son aspect jeu de guerre, il est relativement classique. Je vais déployer des unités, je vais recruter des unités, je me déplace avec ces unités-là. Quand j'essaie d'attaquer, je lance un dé par unité que j'ai, j'essaie d'obtenir des 5 ou 6. Tu peux avoir des bonus défensifs qui vont faire que je vais essayer d'avoir des 6. Si j'ai des capitaines, des unités grises ou des unités qui ont du commandement, ça va me permettre d'avoir des relances. Quand je perds des unités, on va les enlever sur le plateau, on va rétrograder des unités d'élite en unités normales, puis on va recommencer un nouveau round de combat jusqu'à temps qu'une des 2 armées retraite de ce combat-là. Fait que ça, c'est relativement classique. On voit ça dans beaucoup de jeux. C'est le style de combat que je vais appeler le risque. Qu'on voit dans beaucoup de jeux, mais celui-là, il est très bien exploité, puis il y a des petits twists que j'aime beaucoup. Première chose que j'aime, c'est le concept de perte d'unités. Les unités de Sauron, elles, retournent toujours à la réserve. Fait qu'on peut toujours les recruter de nouveau. Fait que Sauron arrive avec l'impression d'avoir une armée infinie, qui peut toujours recruter plus de soldats, plus d'ogres, plus d'archers pour les orientaux, plus d'Uruk-hai, ainsi de suite. Fait qu'il va pouvoir recruter autant d'unités qu'il veut, même les Nazgûl, s'il meurt, il peut les ramener. Les seules unités qu'il ne peut pas ramener, c'est les unités uniques. Fait que la bouche de Sauron, le roi sorcier, par exemple. Fait que ça, j'aime ça, je trouve que c'est très représentatif de la thématique. Alors que les forces des peuples libres, eux autres doivent faire attention à leurs unités. Si je perds un cavalier d'élite du Rohan, il ne reviendra jamais dans la partie. Fait que j'en ai 4 ou 5 au total des cavaliers du Rohan. J'ai 5-6 cavaliers du Gondor. J'ai quelques unités d'élite naines, ainsi de suite. Fait que ça, je trouve ça très, très thématique d'avoir des forces où, par définition, le joueur des peuples libres va avoir une tendance à vouloir se retraiter, puis se protéger, puis défendre des zones plutôt que de passer à l'attaque. Rajoute à ça le concept des zones défensives, fait que les villes qui vont me donner un bonus défensif, les cartes qui vont donner beaucoup de bonus au combat, que ce soit pour Sauron, pour les forces du peuple libre, et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, les zones de siège.
Si on se retraite à l'intérieur d'une forteresse, là, on commence un siège qui peut durer vraiment beaucoup de tours de jeu. Et ça devient des décisions extrêmement intéressantes et extrêmement stratégiques, autant pour un joueur que pour l'autre, de décider, bon, ce siège-là, maintenant qu'il s'est enfermé dans cette forteresse-là, est-ce que je laisse quelques soldats pour contrôler la zone quand même, pour éviter qu'il sorte de sa forteresse, puis j'en profite pour passer puis continuer vers le gouffre de haine, par exemple, ou aller attaquer d'autres zones autour. Ou on prend beaucoup d'énergie à recruter des soldats qui vont être loin, qui vont se déplacer, et à prendre un dé d'action à chaque fois que je veux attaquer cette zone-là. Quand j'ai une autre zone à côté qui vaut peut-être moins de points de victoire, mais qu'avec un seul dé d'action, je vais pouvoir faire 3, 4, 5 rounds de combat. C'est des décisions super intéressantes. Puis, comme Sauron peut recruter, ils ont eu l'intelligence de mettre des forteresses de Sauron un peu partout sur le plateau. Fait qu'au niveau militaire, ça fait que Sauron il est quand même obligé de faire attention. Parce que les forces des peuples libres vont gagner la partie s'ils contrôlent 2 forteresses à la fin d'un tour de jeu. C'est pas beaucoup. Surtout qu'à la Moria, il y a genre 2 orques qui commencent là, puis il y a une forteresse complètement dans le nord qui n'a aucun soldat sur place. Sauron n'a qu'à prendre une action, puis il peut recruter des soldats là. Mais s'il recrute des soldats dans la forteresse qui est au nord, de façon défensive parce que les forces des peuples libres ont amené 3-4 rôdeurs des peuples du Nord proches de cette forteresse-là. Sauron ne veut pas prendre de chance puis il la défend. Mais s'il fait ça, il est en train de ne pas recruter des unités proches de Minas Morgul pour attaquer éventuellement Minas Tirith. Fait que l'aspect militaire du jeu, je le trouve super intéressant. Il y a des forteresses partout sur le plateau, et même si des fois elles paraissent très loin, des fois un revirement de situation, une carte inattendue ou une stratégie qu'on sort de sa petite poche en arrière peut faire qu'on va aller chercher des forteresses ou aller attaquer des forteresses ou à tout le moins menacer des forteresses que l'adversaire ne pensait pas que nous menacerions. Fait que l'aspect militaire qui est dans le jeu, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve simple à jouer. Pas la première fois qu'on joue parce qu'il y a beaucoup de petits détails et il y a beaucoup d'effets sur les cartes de combat qu'on peut avoir qui vont venir rajouter de la variété, mais en même temps une couche de complexité à l'intérieur de ça. Fait que c'est un jeu extrêmement ambitieux par son aspect militaire, mais que je trouve très satisfaisant. Si ce n'était qu'un jeu de guerre dans la guerre de l'anneau, je le trouverais déjà excellent. Ça serait probablement un 8, 8.5 sur 10. Mais là où il vient exploser pour moi, c'est quand on rajoute l'aspect qui là est plutôt asymétrique de la communauté de l'anneau à travers tout ça. Fait que le joueur des peuples libres va contrôler Frodon et sa compagnie, qui va être considérée comme une figurine indépendante, qui, elle, peut traverser des armées, peut se promener, elle ne combat jamais, ainsi de suite. Mais il doit prendre de ses actions. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une action à dépenser, ah là, j'ai une action de personnage, j'en profite-tu pour avancer Frodon d'une case? Ou j'en profite pour déplacer telle armée de laquelle fait partie Aragorn pour le rapprocher de Minas Tirith pour qu'il puisse défendre. Fait que c'est des décisions super intéressantes à prendre et ça force le joueur des peuples de l'ombre à réagir en conséquence et à prendre des décisions en conséquence. Parce que si je ne consacre, par exemple sur mon premier tour de jeu, si je suis le joueur de l'ombre, je décide je ne consacre aucun dé à la traque, parce que je vais avoir beaucoup d'actions, puis au pire, je le sais que je vais probablement rouler dans mes dés d'action un ou deux symboles œil de Sauron, fait que c'est ces dés-là qui iront pour la traque, puis finalement, j'en roule aucun. Pendant ce premier tour de jeu-là, je viens de donner carte blanche aux joueurs aux joueurs de contrôle des peuples libres pour déplacer Frodon et Sam qui a 3, 4, 5, potentiellement 3 ou 4 fois dans son tour de jeu, quitte à ce qu'il va même peut-être prendre des anneaux elfiques pour en profiter parce qu'il sait que je ne lancerai aucun dé s'il fait de la traque parce que j'en ai accordé aucun. D'un autre côté, si je décide je ne prendrai pas de chance, je vais en accorder 3, puis finalement j'en roule 3 autres, mais là j'ai plein de dés dans ma traque, il y en a 6, fait que probablement qu'il ne voudra même pas bouger Frodon ou à peu près pas pour pas prendre ce risque-là, puis moi, il va me rester juste une action à faire. Fait que cette balance-là, je la trouve vraiment super intéressante. Autant quand je joue d'un côté que quand je joue de l'autre, j'en profite. Quand je vois que tu as mis juste un dé en track ou il y a juste 2 dés, je vais essayer de me déplacer une fois, peut-être 2 fois, peut-être prendre une chance pour y aller 3 fois dans le même tour de jeu, en sachant que la difficulté de jet track baisse à chaque fois que je réussis, que je tente de me déplacer, dis-je. D'un autre côté, si je suis Sauron, combien de dés je vais accorder à ça. Fait que cette mécanique-là, je la trouve super intéressante, je la trouve super bien réussie aussi. J'aime que tu puisses arrêter dans une forteresse pour baisser ta corruption, rester 1 ou 2 tours de jeu. Tout le jeu autour de la communauté de l'anneau, c'est se préparer à rentrer dans le Mordor. Si on arrive dans le Mordor, puis il reste encore 3-4 personnes dans la communauté, puis on est à 3-4 de corruption, on va probablement gagner la partie. Parce qu'on sait qu'on va ramasser de la corruption à chaque fois qu'on va avancer, mais il nous reste en masse de personnages à sacrifier dans la communauté où on n'est pas assez haut sur la piste de corruption pour penser qu'on va arriver à 12
avant d'arriver à la fin. Par contre, si tu rentres au Mordor puis tu es à 10 de corruption puis il reste juste Aragorn avec toi dans l'équipe, là, ça se peut que tu te rendes pas jusqu'à la fin parce que tu vas piger un jeton de corruption à chaque fois. Gollum, il peut t'aider à en absorber un petit peu. Aragorn aussi, si c'est lui ton guide, puis ainsi de suite. Mais il y a vraiment un équilibre qui est super intéressant à aller chercher avec ça. Fait que, prends ces deux aspects-là, l'aspect guerrier militaire du jeu que je trouve très intéressant, l'aspect de la gestion de l'espèce de déplacement caché de la communauté, et rajoute à ça les cartes événements. Ça, c'est la dernière chose que je veux parler. Les cartes événements font référence à différents événements célèbres si on a lu les romans, particulièrement parce que le jeu est basé sur les romans, pas sur les films, mais forcément, il y a plusieurs des éléments des films qu'on voit aussi. Fait que, j'ai une carte événement pour la corde de Mithril de Dark et l'épée de Dark, fait que ça peut aider Frodon s'il est pris quelque part. J'ai de la corde elfique, le bâton de Frodon, j'ai Sméagol qui va aider le gentil maître, j'ai l'armée des morts de Don Arrow, le miroir de Galadriel, j'ai des cartes événements pour le réveil des Ents, fait qu'on peut faire une attaque sur Orthanc à partir de Fangorn. Fait qu'il y a plein de cartes événements, des capes elfiques, la fiole de Galadriel, le corps du Gondor qui va résonner avertissant quelqu'un. Fait que toutes les cartes événements font référence à différents événements importants du Seigneur des Anneaux. Fait que c'est intéressant c'est plus qu'intéressant, c'est trippant si on est un amateur du Seigneur des Anneaux, de se lancer dans cette aventure-là, de revivre les événements d'une différente façon, comme je l'ai montré dans mon exemple. Peut-être que Merry et Pippin ils vont partir seuls pour aller aider une armée. Peut-être qu'Aragorn, Gimli et Legolas resteront avec Frodon et Sam jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la piste du Mordor. Peut-être que la bouche de Sauron va rapidement sortir au début du conflit. Peut-être que le roi sorcier va s'activer très rapidement, puis ça va mettre tout de suite toutes les nations en guerre, actives et en guerre quand il va sortir, parce que le roi sorcier arrive, ça veut dire que ça va mal. Peut-être que les Ents vont se faire démolir par Orthanc plutôt que l'inverse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qui narrativement sont super intéressantes. Il y en a beaucoup, et moi le premier, qui, au niveau de la thématique, la façon dont le jeu est fait, compare ce jeu-là à Star Wars Rebellion, ce qui est pas fou. Les deux ont le même concept, on a une guerre militaire entre deux factions qui s'affrontent, mais le méchant cherche à trouver où est le gentil et à l'éliminer. Dans ce cas-ci, c'est via la corruption, c'est pas de trouver une base pour l'éliminer, qu'on essaie toujours de retrouver où est le porteur de l'anneau pour le corrompre au maximum, fait que c'est vraiment très intéressant. Cet aspect-là, cet aspect du chat et de la souris, la chasse qui est entre les deux, moi j'adore vraiment, vraiment beaucoup ça. Par contre, là je vais y aller, c'est un jeu qui est lourd de règles. Je sais pas si ça en est rendu compte jusqu'à là. C'est un jeu qui est très très lourd de règles. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de subtilités dans les actions que tu vas avoir, il y a beaucoup de cartes qui, pas qu'elles sont complexes, mais qui vont rajouter des petits détails, des petites précisions, des petites règles supplémentaires, des petites annexes, etc. C'est un jeu évidemment qui est long, spécifiquement pour un jeu à 2 joueurs. Tu t'en tires pas en dedans de 2h30, 3h. Les dernières fois que j'ai joué, je faisais des parties de moins de 2 heures, mais j'ai joué avec quelqu'un qui était habitué d'y jouer comme moi. Fait qu'en jouant à 2 joueurs, ça se passait bien. Mais là, on parle de 2 joueurs d'expérience, vont prendre à peu près 2h, 2h30. Tandis que des joueurs débutants, s'il y a même juste un joueur débutant autour de la table, ça va être une partie d'au moins 3h, 3h30. On parle d'un après-midi, là, jouer à ça une soirée au complet. C'est un jeu qui est très très long. Puis c'est un jeu qui, évidemment, t'es dans les jeux de guerre où tu lances des D6 puis tu vises des 5 ou 6. Fait que c'est un jeu que tes résultats guerriers vont reposer beaucoup sur le hasard. Il y a des façons de mitiger ton hasard. Si tu envoies des commandants, des capitaines qui vont te permettre d'avoir des relances, il y a plusieurs cartes qui vont te donner des bonus, des trucs comme ça. Mais ça reste un jeu où il y a beaucoup d'hasard. Fait que si tu cherches un jeu de stratégie à grand déploiement, qui n'a pas d'hasard, que c'est strictement tes décisions qui vont déterminer si tu gagnes super, t'aimeras pas ça. Si tu cherches un jeu qui se joue de façon relativement courte puis te permet de revivre des événements importants de Seigneur des Anneaux, peut-être que tu aimerais plus le jeu de cartes ou à la limite le Dungeon Crawl, Voyage en Terre du Milieu. Ça, c'est vraiment la version GMT, le jeu à grand déploiement de guerre avec plein de figurines que tu pitches plein de dés partout puis que tu tentes de taper les uns les autres. Si tu cherches un jeu de guerre à grand déploiement, c'est probablement un jeu que tu vas aimer, mais je te l'avertis, il y a beaucoup de gens qui vont le trouver qui vont trouver que ça accroche dans les règlements parce qu'il y a beaucoup de règles. Et malheureusement, si l'aide de jeu est bien faite, le livret de règles, lui, est correct au maximum. On t'explique toutes les actions, on rentre dans le détail ensuite pour les combats. C'est difficile de retrouver clairement une information, qu'est-ce qui active une nation, qu'est-ce qui n'active pas une nation, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans mes déplacements quand je me déplace avec une armée, mais je ne suis pas encore actif, ou je suis actif, mais je ne suis pas encore en guerre. Il y a beaucoup de petites choses, juste le dé de personne, juste déplacer une armée, pour te donner un exemple.
Si j'utilise un dé d'armée, je peux déplacer un armée. Si j'utilise un dé de personnage, je peux déplacer un armée. Si un personnage à l'intérieur, par contre, si j'utilise un dé d'armée, je peux déplacer 2 armées, mais si j'attaque pas, si je vais attaquer, je peux prendre un dé de personnage si un général dans l'armée, ou je peux prendre un dé d'armée pour attaquer avec une armée. Mais avec mon dé de personnage, je peux déplacer tous les Nazgûl, mais ça fait pas une attaque avec mon dé de personnage. Je peux également déplacer tous mes compagnons. Ça fera pas non plus une attaque avec mon dé de personnage. Je peux déplacer la communauté, ça c'est pas une attaque. Mais avec mon dé de personnage, je peux déplacer une armée si un personnage dedans, si un compagnon dedans. Là, ça va faire une attaque avec l'armée, puis je déplace l'armée en même temps que le compagnon. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est un jeu qu'il y a beaucoup de. Tu sais, je peux prendre différents dés pour arriver au même résultat selon les proportions qu'il y a. Les dés d'événements, c'est la même chose. Si je prends le dé de Palantir, ça me permet de jouer n'importe quelle carte événement ou d'en piger une. Mais si j'ai une carte événement qui a le symbole de mobilisation, ben, je peux jouer cette carte-là soit avec le dé de Palantir, soit avec le dé de mobilisation. Mais avec mon dé de mobilisation, je peux également recruter des unités ou peut-être aller jouer sur la piste d'échelle politique pour faire descendre des factions pour qu'éventuellement elles soient en guerre. Fait que chaque dé, tu as beaucoup de possibilités. Et c'est pas que c'est maladroit, c'est pas le bon terme, mais c'est difficile, c'est ardu ta première partie. Passer par-dessus ça, puis apprendre à bien maîtriser chacun de ces symboles-là. Fait que pour cette raison-là, si tu joues à ce jeu-là un jour, garde cette feuille-là pas loin, tu en auras besoin. Assure-toi que tu vas jouer à quelqu'un qui, sans te laisser des chances, là, c'est pas nécessairement ça que je veux dire, mais qui va te permettre d'apprivoiser le jeu un peu avant de te faire des coups traîtres et des coups fourrés. Mais si tu cherches un grand jeu de guerre, très très thématique, entre autres à cause de ces cartes événements et la façon dont la communauté fonctionne. Il est beaucoup plus thématique que beaucoup de jeux de guerre que j'ai joué du genre. Puis si tu es un amateur du Seigneur des Anneaux, probablement que c'est un jeu que tu vas aimer. Moi, personnellement, c'est un de mes jeux favoris. Serait-il encore dans mon top 10? Je pense que oui. Peut-être qu'il aurait glissé au moins pour être dans le top 20. Il y a tellement eu de jeux qui sont sortis dans les 5 dernières années. Mais sans aucun doute, pour moi, c'est une recommandation facile. Le jeu, en plus, est disponible en français. Pour l'instant, les extensions n'existent qu'en anglais. La première édition avait une extension en français qui existe. La deuxième édition a 2 extensions en anglais qui existent et une troisième qui est annoncée. Mais c'est déjà confirmé que toutes ces extensions-là verront un jour le jour. Verront un jour. Seront traduites finalement. J'ai perdu l'idée de ma phrase. Fait que toutes les extensions qui existent et celles qui sortiront bientôt seront traduites en français. Fait qu'elles seront disponibles en français. Donc je suis très content. C'est sûr que je vais me les procurer. La première extension, celle que je connais, c'était la bataille des 5 armées, qui ajoutait des nouvelles factions, qui ajoutaient les pirates d'Umbar, justement, des machines de siège, puis tout ça. Là, je sais qu'ils vont séparer cette extension-là dans différentes extensions pour la deuxième édition. Fait que j'ai bien hâte de mettre la main là-dessus. Je t'en donnerai des nouvelles quand je l'aurai. Fait que sur ce, j'espère que tu t'es pas endormi. Ça devait être assez long comme vidéo. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était la guerre de l'anneau, que tu saches maintenant si c'est un jeu qui est pour toi ou non. Si tu cherches quelque chose d'épique, de grandiose, de complexe et de lourd, c'est pour toi. Si tu cherchais un remplacement à ton Blitzkrieg, ben c'est peut-être pas ça que ça va te prendre. Sur ce, moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Tu m'écriras dans les commentaires si tu as d'autres jeux du genre que tu me suggérerais ou quel est le prochain vidéo que tu aimerais que je fasse. Et entre-temps, si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je vais te dire ciao, à la prochaine. Fais attention à toi et va t'occuper de tous les gens que tu aimes comme toujours.